Mon ancêtre disait « La vie est une série de choix allant du mauvais au pire ». Je suis passé maîtresse dans l'art de faire de grands mauvais choix. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Tour de Commandement, l'émission dans laquelle on aime parler du commandeur. C'est toujours réuni ici au pilotage de cet épisode. Et ben encore une fois j'ai commencé avec une nouvelle une nouvelle citation de flavor text d'une des cartes de Magic. Alors bon, la dernière fois il y avait beaucoup de monde qui avait réussi à retrouver que c'était étude ristique. Donc et là cette fois-ci je vous remets au défi en fait de retrouver quelle est la carte. Alors cette fois-ci moins facile puisque elle ne sera pas dans la vidéo, voilà, donc comme ça vous serez un petit peu plus en train de chercher. Donc je rappelle, mon ancêtre disait « La vie est une série de choix allant du mauvais au pire. Je suis passé maîtresse dans l'art de faire de grands mauvais choix. » Voilà. Donc je vous laisse chercher un petit peu et vous me direz dans les commentaires si vous avez trouvé quelle est la carte en question. Alors, cette semaine, je ne vais plus faire une annonce pour le concours, puisque le concours il a été tiré au sort là, il n'y a même pas quelques heures. Et du coup, j'aimerais féliciter Thomas, Joss et Alexandre, à qui je vais envoyer un mail pour avoir les différentes données qu'il me faut pour leur envoyer leurs cadeaux. Donc voilà, et j'espère qu'ils seront contents du coup d'avoir gagné ces 3 alcools, enfin une alcool flipbox chacun, hein, voilà, pas 3 chacun, sinon ça fait un peu beaucoup, mais bon voilà. Donc j'espère qu'ils seront contents en tout cas, et que j'aimerais remercier aussi tous ceux qui ont participé, vous avez été assez nombreux quand même, mine de rien, et bon, vous avez vraiment joué le jeu. Mais vous pouvez toujours vous abonner, je tiens à le préciser, parce que voilà, je continue les vidéos, hein, c'est pas parce que le concours est fini que c'est terminé, il paraît qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Donc du coup vous pouvez encore vous abonner à la chaîne, vous pouvez encore liker aussi la vidéo si elle vous a plu, vous pouvez la commenter si vous avez des choses à rajouter ou si vous voulez qu'on discute un petit peu autour de certaines cartes. Sachant que j'ai aussi une annonce à vous faire, j'en profite parce que c'est quand même une vidéo assez intéressante dont on va parler aujourd'hui, et bon du coup ce genre d'annonce, c'est bien de le poster là quand même, mine de rien, hein. C'est que je suis en train de voir en fait pour faire des vidéos gameplay. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont demandé, qui ont dit oui, enfin j'ai même encore vu un commentaire ce matin littéralement qui me disait oui ça serait pas mal si tu faisais du gameplay commandeur. Et ben en fait oui, alors on m'avait proposé oui de faire sur les logiciels etc ou même sur Magic Online pour que ce soit officiel puisque moi j'aime bien être dans les clous quoi. Et non, je trouve que le fait de le faire en virtuel c'est un peu moins intéressant. Et du coup, je suis en train de négocier en fait pour qu'on ait les moyens techniques logistiques pour enregistrer en fait des vraies parties de commandeur en IRL quoi, avec plein de caméras etc pour tourner, que ce soit assez intéressant à voir et qu'on puisse faire un montage assez dynamique aussi. Donc, ça ressemblerait un petit peu au système de Game Night tout simplement avec voilà les tours qui sont accélérés etc. Et tout en essayant de rester un maximum clair aussi. Et éventuellement aussi avec nos retours personnels à chacun des joueurs. Alors du coup, pour le moment, je ne vous en dis pas plus parce que c'est encore en projet, je sais pas quand est-ce qu'on va le tourner, je sais pas quand est-ce qu'on aura fini de le monter, parce que ça va être un boulot de montage bien plus énorme que de monter ces épisodes. Donc voilà, autant vous dire que ça va être une masse de travail assez conséquente, et c'est pas nécessaire par contre de me demander de participer en fait pour l'émission, parce que pour le moment, bon, je pense que je partirai avec les personnes que je connais, avec qui je joue régulièrement pour le moment. Par la suite, ça évoluera, mais ça, je vous en parlerai justement déjà quand les premiers épisodes seront sortis. Voilà. Sur ce, on va parler un petit peu de l'extension du moment, celle qui fait parler d'elle, c'est-à-dire Horizon du Commandeur, non, du Moderne, pardon. Non, je déconne, c'était la petite blague, parce qu'en fait, le Commandeur aime quand même tout ce qui sort généralement dans les extensions spéciales. On avait eu tout ce qui était Conspiracy, on a eu Battle Bond qui était très intéressant en fait pour nous. Et là c'est vrai que Horizon du Moderne qui est censé s'adresser, enfin pour ceux qui ne connaissent pas en fait, qui ne sont pas au courant ou qui ne connaissent pas les détails, en fait c'est une extension qui ne passera pas par le format standard, et en gros qui sera légal en moderne, et également du coup tous les formats Eternal dont le Commandeur. Donc du coup elle ne passe juste pas le passage en fait du bloc, enfin du standard quoi tout simplement. Et du coup ça a permis en fait une petite étincelle de folie on va dire, puisque évidemment comme il y a des cartes qui ne seront pas possibles d'être imprimées en standard sans péter le format en fait tout simplement, enfin, qui ne serait pas possible, du coup ils ont décidé de se lâcher un petit peu en fait pour dire voilà, ça c'est pour arriver en moderne. Alors peut-être que les cartes seront valables en moderne de manière dans les top decks et tout, enfin dans les decks top tier pardon, ou alors du coup dans les decks un peu plus budget, et du coup c'est pour ça on a une grande variété de cartes, et je vais vous parler pour moi des cartes qui m'intéressent le plus en fait dans l'extension. Alors ça ne veut pas dire, parce que bon, il y a plein de choses dont je dois préciser dans cette extension. Tout simplement déjà, il y a une quarantaine de cartes qui sont en fait des rééditions
de cartes qui étaient légales uniquement dans les formats Eternal, donc qui n'étaient pas légales en moderne. Celles-là, je ne vais pas en reparler parce que la majorité, elles sont bonnes, voire excellentes. Et du coup, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo. Il y a en fait, je vais vous donner le lien vers tout simplement Magicville, la liste des cartes de l'extension. Et en fait, vous allez voir que dans la liste, il y a tout simplement une petite différence pour voir lesquelles sont des rééditions, lesquelles sont des nouvelles cartes. Les nouvelles cartes étant affichées en bleu, et les rééditions étant affichées, enfin le titre étant affiché en noir, éventuellement avec une petite astérisque, si jamais il y a en fait une illustration, une nouvelle illustration, voilà, pourquoi pas. Donc tout ça pour vous dire, voilà, vous avez carrément le guide dans la description, patati patata. Et en gros, voilà, les rééditions, je ne vais pas en parler, sauf une exception, je suis obligé d'en parler parce que voilà, j'en parlerai à la fin. Mais voilà, normalement, je ne parlerai pas des rééditions, sauf si je me suis trompé que j'ai mis une carte qui était rééditée et que j'ai pas fait gaffe. Mais bon, là, ça m'étonnerait quand même, j'ai fait gaffe, j'ai vérifié la liste plusieurs fois, donc voilà. Et sinon, tout le reste, ce sont des nouvelles cartes, du coup, qui ont été conçues exprès pour cette extension. Et du coup, ce qui en fait aussi une extension assez intéressante, parce que c'est nouveau, c'est la première fois que c'est imprimé. Et donc, du coup, il y a également des cartes qui vont être intéressantes pour le commandeur, parce que si c'est intéressant en moderne, il y a aussi des chances qu'en commandeur, il y a certaines cartes qui soient vraiment intéressantes. Alors après, il y a peut-être des cartes qui sont pas top en moderne, mais qui seront aussi très valables en commandeur. Une dernière précision aussi sur l'extension, les boosters seront légèrement plus chers, enfin, normalement ils coûteront à peu près autour de 7 €. Si jamais vous voyez quelqu'un qui les vend à 10 € ou plus, honnêtement, ne les achetez pas, hein, parce que là c'est beaucoup trop cher. Mais voilà, normalement c'est censé être aux alentours des 7 €. Donc voilà, là je vous dis un peu toutes les infos qu'on a, sachant qu'il y a aussi les avant-premières le 8 et le 9 juin, donc du coup là ça devrait être la semaine prochaine, hein. Donc durant lesquels ce sera certainement en scellé ou en draft en fonction de ce que fait votre boutique. Donc voilà, informez-vous, allez jeter un petit coup d'œil du coup sur le site de Wizard, sur le Locator comme d'habitude, et du coup je vous invite à aller tester cette extension là qui a l'air d'être vraiment extrêmement débile. Je tiens encore une fois à rappeler que comme je fais une analyse d'extension, bon, je sais qu'on en a fait une il n'y a pas très longtemps, finalement, mais je ne vais pas parler de toutes les cartes, parce qu'il y a des cartes pour moi qui sont juste moyennes, en fait. Ça veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes et qu'elles ne peuvent pas être jouées, c'est juste que pour moi, elles sont beaucoup moins intéressantes que d'autres. Donc du coup, voilà, si j'en parle pas ici, c'est pas que je les aime pas, c'est pour moi, elles ont un intérêt très limité, en fait, en commandeur. Du coup, on a les commandants avec un commandant par couleur, puis ensuite des commandants multicolores. Et le blanc, on va le garder pour la fin parce qu'il est un petit peu spécial. On va commencer avec le bleu, avec Urza, Seigneur Grand Artificier. Un humain artificier qui coûte 4, dont 2 bleus, c'est une 1-4. Alors Urza a enfin sa carte de créature. C'est dommage que ce soit pas un Planeswalker, parce que c'est censé l'être aussi quand même. Et quand il arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature artefact 0/0 incolore construction avec. Cette créature gagne +1/+1 pour chaque artefact que vous contrôlez. Engagez un artefact dégagé que vous contrôlez, ajoutez un bleu. Et la dernière capacité, pour 5 de n'importe quelle couleur, mélangez votre bibliothèque puis exilez la carte dessus. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte sans payer son coût de mana. Alors là, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent. Bon, il y a une synergie artefact assez flagrante, je pense, avec la première capacité plus la deuxième. Sachant qu'en plus, il y a déjà une chose à préciser, c'est que quand il a été révélé dans l'émission Command Zone, du coup, les collègues américains, en fait, Josh a fait un petit peu un détail de ce qu'il avait voulu faire, puisqu'ils ont joué en fait avec les commandants de l'extension pour un épisode de Game Night justement. Et il disait en fait que Urza, quand il a commencé à le builder, alors que c'était lui qui l'avait choisi en dernier en fait son commandant, il avait dit qu'il était extrêmement pété et que du coup il avait peur de casser le jeu en fait et d'être tellement au-dessus du niveau des autres decks que du coup il a fait un deck un petit peu plus fair, un peu plus friendly en fait. Et honnêtement, même quand il a commencé à parler un petit peu de la liste qu'il avait mise en place, ouais, même en friendly, en fait, c'est déjà super chiant. Donc, il va falloir que j'explique un petit peu pourquoi est-ce que Urza est très fort et pourquoi est-ce qu'on fait tout le foin qu'on fait autour de Urza. Bon, déjà, il y a plusieurs choses. Le fait est que il crée un artefact quand il arrive en jeu et qu'il a une deuxième capacité qui est essentiellement la capacité la plus intéressante, la première capacité la plus intéressante, on va dire, de Urza. Parce que engager un artefact dégagé que vous contrôlez, c'est la capacité, elle est sur Urza. C'est-à-dire que même si vous jouez des créatures qui arrivent sur le champ de bataille, paf, vous pouvez déjà les engager parce qu'en fait c'est Urza qui demande que vous engagiez un artefact dégagé. C'est pas l'artefact qui doit s'engager, c'est pas le symbole justement d'engagement. Donc du coup ça fait que le mal d'invocation en fait ne rentre pas en compte ici. Et le fait de créer un bleu à chaque fois que vous engagez un artefact, du coup ça fait que par exemple vous pouvez jouer avec des artefacts à 0 en masse en disant voilà, ce sont tous des mox bleus. Alors c'est le mox... j'ai oublié le nom du mox... ça doit être le mox de saphir j'imagine.
Mais en gros, voilà, ce sont tous des mox. C'est-à-dire, pour 0, je fais un mana bleu. Oui, d'accord. Enfin, c'est quand même extrêmement fort et ils ont été bannis. Hein. Enfin voilà, les mox ne sont pas valables en commandeur. C'est pas pour rien. Et du coup, là, on vous dit, bah oui, tous vos artefacts, bah du coup, ce sont tous des mox. Enfin, les artefacts à 0 surtout. Mais c'est vrai que par exemple, pouvoir aussi engager un équipement qui fait que même s'il est équipé, il peut quand même s'engager, bah c'est vrai que ça c'est intéressant aussi. Puis il y a aussi tous les artefacts utilitaires qui ont un effet à un tel moment de la partie, voilà, en faisant piocher une carte supplémentaire, etc. Et du coup c'est vrai que tous ces artefacts là, du coup ils peuvent créer du mana en plus, c'est une capacité très très forte, et en plus, alors certes qui est lié à Urza du coup, ce qui fait que si Urza n'est plus là, évidemment ça marche moins bien, mais en fait Urza est sur la stratégie du deck, ce serait un Urza vraiment le centre du deck. Un peu à la manière de Téchar, si je devais parler un petit peu combo, puisque justement il y a des combos qui peuvent être faits avec Urza. Tout simplement, il y avait une carte que j'avais beaucoup aimé en fait jouer aussi en standard, c'était Résultat Paradoxal, une carte de Kaladesh en fait, qui renvoie autant de permanents que vous voulez dans votre main, et en fait, vous piochez une carte pour chaque permanent renvoyé de votre main de cette manière. Mais si vous renvoyez tous vos artefacts à 0, en ayant produit du mana en plus d'abord, du coup vous le jouez, vous renvoyez vos artefacts en main, vous repiochez plein de cartes, vous pouvez rejouer vos artefacts à 0, refaire du mana et du coup jouer les cartes que vous avez eues. Enfin bon, honnêtement moi j'avais beaucoup aimé cette carte là, c'est un exemple de synergie qui est plutôt intéressant. Et franchement, en plus derrière, le fait est que ce mana, vous pouvez très bien l'utiliser pour quelque chose de très fort, c'est-à-dire tout simplement faire, comment ça s'appelle encore, Mind's Desire, je sais plus comment il s'appelle en français, excusez-moi, les noms en français des fois j'oublie. Hein. Mais en gros, cette carte qui fait que vous mélangez la bibliothèque et vous allez révéler la carte dessus de la bibliothèque et puis du coup vous pouvez la jouer sans payer son coup de mana. Sachant en plus que comme c'est joué, ça n'est pas lancé, du coup ça veut dire que même si c'est un terrain, c'est bon. Mais bien sûr, en bleu, il existe une carte dont on a parlé quand j'avais parlé du retour sur le Magic Fest de Strasbourg, c'est Disjonction de mana, qui vous permet tout simplement d'enlever autant de cartes de terrain que vous voulez de votre bibliothèque et que vous les exiliez. Et du coup, ce qui fait que vous n'avez plus que des cartes actives en fait qui vont apparaître. Et puis de toute façon, on s'en fout un peu. Honnêtement, même si vous faites pour 5 et vous allez chercher une autre carte, que vous jouez une carte, je sais pas, un artefact qui coûte 2 par exemple, écoutez, c'est déjà ça de fait, et puis bon, ce sont des cartes que vous allez pouvoir jouer depuis le dessus de votre bibliothèque en fait. Et si vous arrivez à avoir des synergies, du coup vous pouvez continuer à faire ça en boucle. Bref, vous avez compris un peu l'idée, ça peut devenir vite très stupide, et justement, comme le disait Josh dans Command Zone, là je le recite, mais en gros ça pourrait très bien être dans sa version ultra optimisée, en fait un nouveau deck compétitif vraiment dans le tier 1 ou tier 2. Donc du coup voilà, ce qui serait quand même assez exceptionnel. Mais bon, on va passer maintenant aux commandes en noir. Du coup, l'adversaire d'Urza, Yogg-Saibul, médecin Tran. Alors, je vais juste faire une petite précision sur Yogg-Saibul, parce que Yogg-Saibul, je sais pas comment vous voulez le prononcer, parce qu'en fait, en anglais, il s'appelle Yogg-Moth, et honnêtement, ça pète un peu plus la classe que Yogg-Saibul. Enfin bon, bref. Du coup, c'est un humain éclair qui coûte 4, dont 2 noirs, c'est une 2-4 qui a la protection contre les humains. Vous payez 1 point de vie, vous sacrifiez une autre créature, vous ciblez jusqu'à une créature. Mettez un marqueur -1/-1 sur elle, et piochez une carte. Alors, c'est pas fini, parce qu'il y a encore une capacité en plus, à la manière d'Urza. Pour 2 noirs, défaussez-vous d'une carte proliférée. Alors déjà, protection contre les humains, c'est cool, sympa. Tout comme Urza d'ailleurs, il a un gros cul, et 4 d'endurance, donc c'est plutôt pas mal. Le fait est que on a quand même ici un moteur de pioche, un moteur de sacrifice, et un moteur de marqueur -1/-1. C'est-à-dire que la deuxième capacité en elle-même, c'est pas de mana à dépenser, génial, honnêtement déjà ça, c'est le top du top. C'est voilà, vous payez un point de vie, vous allez sacrifier une autre créature, et en fait vous pouvez piocher une carte tout court. Parce que, étant donné que c'est ciblé jusqu'à une créature, vous n'êtes pas obligé en fait de faire en sorte d'avoir une créature à cibler. Voilà, donc du coup Yogg-Moth ne sera pas obligé de se mettre des marqueurs -1/-1 sur lui s'il n'y a pas d'autres créatures sur son bataille. Non, heureusement. Mais du coup, au minimum, c'est sacrifier une créature, perdre un point de vie, piocher une carte. Voilà. Et puis derrière, du coup, le marqueur -1/-1, il est très bien, et du coup, il y a la synergie avec la deuxième capacité, qui fait du coup, défaussez-vous d'une carte, proliférer. Et encore une fois, la prolifération, je ne peux que le dire, le répéter encore une fois, c'est une très bonne capacité. Alors bon, évidemment, là on est sur du mono noir si vous le prenez en tant que commandant, mais dans d'autres decks, il peut très bien s'intégrer, et honnêtement, je pense qu'il vaut vraiment la peine. Surtout que bon, dans un deck sacrifice, éventuellement pourquoi pas en noir-vert, un grand classique bien sûr, du sacrifice, je pense que ça fera plaisir, ou alors aussi en noir-blanc, ça existe. Donc c'est vrai que là, Yogg-Saibul, ça pourrait devenir un très grand classique, et justement une machine utilitaire qui vous fait piocher, qui met des marqueurs -1/-1, qui permet de proliférer derrière. Donc voilà, vraiment là on a un petit peu la totale, c'est qu'il fait un peu tout et n'importe quoi,
Et du coup, avoir toutes les synergies, je pense qu'il faudra s'axer soit plus sur le sacrifice, soit plus sur les marqueurs, soit plus sur la prolifération, voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Est-ce qu'on peut faire un petit peu tout en étant vraiment synergique? Je pense qu'il y a moyen aussi, et je pense que ça vaut le coup de s'intéresser un peu à ce nouveau commandant. Ensuite, on a un commandant gobelin en rouge, Pachalik Mons, pardon. Un gobelin guerrier qui coûte 3, dont un rouge, c'est une 2-2. Et à chaque fois que lui ou un autre gobelin que vous contrôlez meurt, il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc j'aime beaucoup, déjà, c'est bien, c'est un système d'aristocrate. Pour 4, vous sacrifiez un gobelin, créez 2 jetons de créature, 1-1 rouge gobelin. Alors là, vraiment, on est sûr. Tu sacrifies du gobelin, donc du coup, tu vas mettre une blessure, puisque voilà, c'est la capacité de Pachalik Mons. Et puis derrière, du coup, on crée à nouveau 2 gobelins. Alors c'est bizarre, c'est... Tu payes tes manas, tu sacrifies ton gobelin pour dédoubler ton gobelin, en fait. C'est assez bizarre. J'avoue que cette carte me fait un petit peu délirer, parce que on est sur quelque chose que le gobelin faisait très peu, en fait, jusque-là. Et dans cette extension, ça a tendance à être changé, en fait, on en reparlera au fur et à mesure. Mais en fait, c'est que la mort d'un gobelin va entraîner une capacité. C'est-à-dire, généralement, infliger une blessure directe à n'importe quelle cible. Et justement, on en reparlera un petit peu plus tard dans la liste des cartes, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est nouveau, en fait. Généralement, les gobelins, c'était un petit peu, tu les sacrifies pour faire un effet en particulier, mais non, là, c'est justement, tu les sacrifies, justement, nous, on est content, en fait, que t'aies sacrifié un gobelin, parce que du coup, il y a cette capacité qui permet de mettre une blessure, ou du coup de faire perdre un point de vie avec d'autres cartes dont on parlera un peu plus tard. Mais honnêtement, moi, j'ai bien aimé ce nouveau système de gobelins, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner, voilà, dans les decks commandeurs. Le commandant vert, c'est Ayula, reine parmi les ours. C'est une 2-2 ours légendaire, oui, pour 2, dont un vert. Et là, je vais faire un petit stop avant même de parler de ses capacités. Déjà, pour rappel, les bears, les ours, de la manière originale, c'était tout simplement des créatures pour 2 qui étaient des 2-2 sans capacité. Et après, bon, du coup, il y en a certains qui ont été des super bears, c'est-à-dire des ours avec des capacités supplémentaires. Et du coup, voilà, le fait est que Griffe Boyau, l'ours légendaire qu'on avait eu auparavant dans M19, n'était pas un véritable ours dans le sens magique du terme. C'est-à-dire que c'était une 4-3 pour 4, et malheureusement, c'est pas très ours. Voilà, nous on voulait, si on est vraiment dans la logique ultra ours, ultra historique de Magic, le but c'est d'avoir une 2-2 pour 2. Et là justement ils l'ont fait, et ça déjà c'est un énorme effort de design, et c'est très, très appréciable. Mais c'est pas fini, parce que ce n'est pas juste une 2-2 pour 2, heureusement. À chaque fois qu'un autre ours arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, choisissez l'un. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur l'ours ciblé, ou l'ours ciblé que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Et là, j'aime beaucoup. Parce que déjà, bon, c'est une bonne 2-2 pour 2, et surtout, en fait, c'est vraiment du tribal ours. Là, on est sur du tribal ours. Et autant dire que c'est assez original, puisque bon, ça ne s'est jamais fait auparavant. Pour la petite histoire, en fait, en vert, il existait, avant cette extension, 20 ours différents en vert. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont juste des ours. Voilà, des 2-2 pour 2. Et honnêtement, c'était pas terrible. Mais du coup, cette extension-là a rajouté quand même une série de cartes qui font des ours. Alors du coup, je les ai pas toutes citées dans la liste des cartes dont je vais parler après, puisque ça serait un peu trop long, et puis honnêtement, la plupart sont juste sympas. Mais du coup, avec Ayula, c'est vrai que ça met un petit peu en avant ce côté ours. Et j'aime bien le fait que, en fait, c'est pas l'ours qui va gagner les marqueurs +1/+1, ou l'ours qui va se battre contre une autre créature ciblée, pardon. Je vais mettre des ours partout dans mes phrases bientôt. Mais, du coup, vous pouvez choisir de faire se battre les ours les uns contre les autres. Et du coup, enfin, pas les uns contre les autres, mais disons que un ours arrive sur le champ de bataille, c'est un autre ours qui a déjà gagné plusieurs fois des marqueurs +1/+1 qui va se battre contre une autre créature ciblée. Et du coup, ça peut aller très vite en fait. Notamment avec une des cartes dont on parlera dans la partie des cartes vertes, bien sûr. Dans les commandants multicolores, on a Ogak, Nécropole transcendée. C'est une créature légendaire avatar, 8/8, qui coûte 7, dont 2 mana hybrides noir-vert. Et vous ne pouvez pas dépenser de mana pour lancer ce sort. Alors déjà là, c'est la panique. Ce sort en fait il a la convocation, donc du coup vous pouvez engager les créatures que vous contrôlez pour faire du mana générique ou du mana de la couleur correspondant à la créature engagée. Et en plus il a la fouille aussi, c'est-à-dire que vous pouvez exiler des cartes depuis votre cimetière pour payer un mana générique uniquement du sort. Et en plus derrière vous pouvez lancer Ogak Nécropole transcendée depuis votre cimetière. Voilà, donc vous commencez à comprendre un petit peu la logique, et cette carte a le piétinement en plus, voilà, c'est une 8/8 piétinement pour 7, mais ça peut coûter beaucoup moins cher en fait. Alors j'ai déjà vu passer sur les réseaux sociaux des sortes de synergies, combos en fait, avec des situations un petit peu alambiquées en fait, où finalement on pouvait jouer Ogak tour 2.
Alors autant vous dire que là, faut vraiment avoir du bol, déjà. Mais autant dire que voilà, je pense que vraiment, ça peut être une bonne carte, mais ça demande vraiment un build autour de Ogak, et je ne suis pas sûr que ce soit très facile à monter en fait. Honnêtement, en commandeur, je pencherai déjà sur pas mal de créatures à jouer, etc. Mais aussi pas mal de sorts qui vous font meuler, par exemple, qui vous mettent les cartes du studio de bibliothèque dans votre cimetière, pourquoi pas, en noir ça se fait hein, quand même assez régulièrement. Et c'est vrai que bah du coup, c'est pas facile, parce qu'il vous faut dans tous les cas 2 créatures, puisque bah comme vous pouvez pas dépenser de mana, il va falloir une créature noire, une créature verte, ou 2 créatures vertes, ou 2 créatures noires, enfin bon vous avez compris l'idée. Mais le but ça va être justement d'avoir des créatures, et aussi d'avoir des cartes au cimetière. Et là, ouais, c'est tendu je trouve, il y a certainement des situations dans lesquelles vous pouvez y arriver, vous pouvez sortir un Ogak par exemple au tour 3, au tour 4, je pense que c'est largement faisable, mais du coup il faut penser à un deck très avancé, de manière très avancée, et personnellement je suis pas trop tenté, voilà. Je préfère les decks un peu plus classiques en fait dans le noir-vert. Mais celui-là, voilà, là il sort vraiment de l'ordinaire pour le coup. On a des commandants 5 couleurs, et oui, oui. Déjà, on a le retour des Slivoïdes dans cette extension. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai oublié de le préciser, mais l'extension Horizon du Moderne, en fait, comprend 40 capacités différentes. Alors autant vous dire qu'il y en a certaines qui apparaissent dans 1 ou 2 cartes, et en fait, du coup, bah, le tribal slivoïde, c'est considéré comme étant le retour d'une capacité, puisque les slivoïdes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont en fait des créatures insectoïdes, on va dire, qui en gros partagent des capacités, des bonus entre elles. Du coup, c'est un peu l'esprit de ruche, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que par exemple, bah, y a un slivoïde qui dit bah, tous vos slivoïdes gagnent +1/+1, par exemple. Tous vos slivoïdes ont la vigilance. Tous vos slivoïdes ont le vol, par exemple. Et là, justement, bah, du coup, on nous a fait un nouveau commandant slivoïde, et il y en avait déjà quelques-uns, mais là, on en a eu un nouveau en 5 couleurs, puisque les slivoïdes sont présents dans toutes les couleurs de Magic. Et c'est le premier slivoïde, voilà, le tout premier, le seul, l'unique. Et le premier slivoïde, bah, il coûte un blanc, un bleu, un noir, un rouge et un vert. C'est une 7/7, déjà c'est pas mal. Il a la cascade, donc du coup, bah, quand vous le lancez, en fait, vous allez révéler les cartes du studio de la bibliothèque, jusqu'à révéler un sort qui coûte, une carte non terrain, pardon, qui coûte moins cher que le premier slivoïde, donc c'est-à-dire 4, 3, 2, 1, 0 mana, à partir du moment où c'est non terrain. Et vous pouvez lancer cette carte en fait sans payer son coût de mana. Et le reste est mis au-dessous de la bibliothèque, voilà bon. Donc du coup, c'est assez intéressant parce que la cascade ça a toujours été une capacité très forte. Surtout en commandeur, on aime bien jouer la cascade, mine de rien. Et en fait, bah là déjà, le premier slivoïde, lui, il va chercher un slivoïde du coup qui coûte moins cher que lui, ce qui est tout à fait probable, puisque les slivoïdes, il y en a très peu, dans les très bons slivoïdes, en fait, il y en a très peu qui coûtent plus de 4 mana, donc du coup c'est déjà génial, mais surtout il y a aussi autre chose. Le premier slivoïde ne fait pas juste cascade, il dit que les sorts de slivoïde que vous lancez ont la cascade aussi. Du coup, ce qui fait que, comme je viens de vous l'expliquer, il y a des slivoïdes à tous les coups de mana, de 1, 2, 3, 4, 5, éventuellement 6 il me semble pour certains, mais c'est très très rare. Mais en gros, le fait de pouvoir lancer un slivoïde pour lancer un deuxième slivoïde un petit peu moins cher, c'est encore une fois, ça accentue en fait la présence slivoïde sur le champ de bataille, en disant bah voilà, plutôt que d'avoir un seul slivoïde qui arrive sur le champ de bataille et qui donne son boost, et bah comme il a la cascade, bah du coup, il y a un autre copain qui va arriver qui va donner un autre boost supplémentaire. Et franchement, ça devient vite dégénéré. Donc je pense que le premier slivoïde, on va le voir un petit peu dans les commandeurs prochainement, et bah déjà vu l'explosion des prix des slivoïdes les plus rares et les plus recherchés, bah c'est vrai que là je pense qu'il fait jackpot pour le moment. Ensuite, on n'a pas que les slivoïdes qui sont de retour, on a aussi les changelins. Les change-formes, c'est Morophon l'Abondant, leur commandant. Une créature légendaire change-forme du coup qui coûte 7 mana de n'importe quelle couleur. C'est une 6/6. Il a le changelin, donc du coup il a la carte a tous les types de créatures à tout moment. Et en fait, quand il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un type de créature. Et les sorts du type que vous lancez coûtent un blanc, un bleu, un noir, un rouge, un vert de moins à lancer. Cet effet ne réduit que les manas colorés que vous devez payer en fait. Donc du coup, c'est-à-dire que bah, si votre sort coûte 2 génériques, un bleu, un rouge, bah du coup il coûtera plus que 2 génériques avec mort au fond, voilà. Et les autres créatures du type choisi que vous contrôlez gagnent +1/+1. Du coup, ce que j'aime bien en fait, c'est que bah, à la fois on a le côté antienne, mais on a le côté aussi réduction de coûts pour tous les coups colorés. Ce qui fait que ça stabilise énormément en fait au niveau des sources de mana, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment à s'inquiéter en se disant, bah voilà, à partir du moment où j'ai joué mon commandant, pour 7, bah du coup,
je m'en fiche que par exemple que mon sort il coûte 4 couleurs et bon c'est pas nécessaire quoi. Faut pas que je m'inquiète, cette créature là, du coup elle me coûtera beaucoup moins cher. Et du coup j'ai besoin juste de mana de n'importe quelle couleur, de mana générique quoi. Alors après on m'a proposé, j'ai un ami qui m'en parlait, je suis pas d'accord, mais par exemple avec Ur-Dragon. Mais le problème c'est que je conçois en fait le fait que Morofon, on se dise ouais du coup réduire tous les manas colorés de Ur-Dragon ça a l'air sympa. Oui mais le problème c'est qu'il faut que Morofon sorte aussi. Alors certes bon il va coûter moins cher à cause de Ur-Dragon, ok d'accord, mais il est dans votre deck, à un moment il va falloir quand même tomber dessus, alors à moins que vous mettiez des tutos pour absolument l'avoir lui, puis ensuite sortir Ur-Dragon pour beaucoup moins cher. Certes, c'est pareil avec le premier Slivoid, avec tous les commandants qui ont 5 couleurs. Je veux dire, je l'envisagerais plus en fait comme commandant personnellement que comme soutien en fait dans le deck. Voilà, je pense c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un peu dur de tabler sur une carte en disant bah ouais du coup mon commandant va coûter beaucoup moins cher d'un seul coup. Oui à moins que vous alliez chercher un tuto pour aller chercher lui, que vous puissiez le caster derrière. Oui en effet, mais voilà je trouve ça très situationnel en fait. Et du coup, le commandant blanc, enfin faussement blanc, et oui, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, puisqu'en fait il est 5 couleurs. C'est 6C, capitaine de l'Aquilon, oui 6C de retour. Elle coûte 3, dont 1 blanc, c'est une 2-2 humain et soldat. Et en fait, elle gagne +1/+1 pour chaque couleur parmi les autres permanents légendaires que vous contrôlez. Donc du coup, tout type de permanent, c'est génial, c'est cool, il y en a quand même entre les Planeswalkers, les enchantements, les artefacts colorés légendaires, ça j'en connais pas beaucoup, mais bon, ça existe aussi. Et en fait, elle a une capacité qui dit que pour un blanc, un bleu, un noir, un rouge, un vert, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de permanent légendaire avec un coût converti de mana inférieur à la force de 6C. Vous mettez cette carte sur le champ de bataille et mélangez ensuite votre bibliothèque. Alors, j'envisage plusieurs choses en fait ici. Déjà, permanent légendaire, c'est énorme parce que du coup, ça veut dire que les terrains aussi, vous pouvez les chercher. Ce qui peut être très utile dans certains cas, puisque bon, allez, tuto un terrain légendaire, c'est pas donné quoi. Voilà. De l'autre côté, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est le coût converti de mana inférieur à la force de 6C. Alors bon, du coup, c'est vrai que si vous avez quand même pas mal de permanents légendaires dans la bibliothèque, enfin dans le jeu, ça peut très vite être fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vous ne pourrez pas aller chercher une carte de plus de 6 mana. Donc du coup, ce qui fait qu'il y a certaines cartes qui seront peut-être assez inaccessibles. Sauf dans un seul cas, si en fait vous jouez là-dessus, en faisant en sorte que 6C, sa force ne soit pas boostée uniquement par sa capacité statique, qui dit qu'elle gagne +1/+1, mais en fait aussi par des autres effets, tout simplement un équipement, des marqueurs +1/+1, des boosts en général. Voilà, ça peut aussi être une option. Donc du coup pour moi il y a pas mal de choses à faire autour de 6C. Bon voilà, là je vous ai parlé un petit peu de ce qui me venait en tête, mais c'est vrai qu'elle a l'air vraiment intéressante et honnêtement, je pense qu'elle vaut peut-être même encore plus le coup que l'ancienne 6C. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Mais non, en tout cas, franchement je pense qu'elle vaut vraiment le détour et que ça va être un deck intéressant à monter aussi ça. Passons maintenant aux cartes de l'extension. Alors j'ai essayé de me restreindre un maximum, mais vous m'excuserez, ça a été compliqué, parce que même là, c'est la deuxième fois que j'enregistre encore une fois l'émission. Et oui, parce que je n'arrive pas à me décider. Et en fait, j'ai gardé vraiment beaucoup de cartes. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu dans quoi je pense qu'elles sont intéressantes, etc. Donc, on va commencer avec Dérive Astrale, qui est tout simplement la carte que vous recevrez en carte promotionnelle pour participer aux avant-premières. C'est un enchantement qui coûte 3 dont 1 blanc, et à chaque fois que vous recyclez la dérive astrale ou que vous recyclez une autre carte pendant que la dérive astrale est sur le champ de bataille bien sûr, vous pouvez exiler la créature ciblée. Si vous faites ainsi, envoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, au début de la prochaine étape de fin. Et elle a un coût de recyclage de 3. Je rappelle le recyclage, tout simplement, c'est vous payez le coût de mana ou le coût demandé, vous vous défaussez de la carte en question qui a le recyclage et vous piochez une carte. Du coup, ce qui est assez utile, le recyclage c'est quand même une capacité qu'on aime beaucoup en commandeur, puisque avoir une carte qui a le recyclage, tout simplement un avantage en se disant que même en fin de partie, à un moment où la carte pourrait être morte en fait, et du coup elle peut vous permettre de piocher une carte au minimum, et du coup de se remplacer en fait tout simplement. Donc du coup voilà, la dérive astrale, personnellement je la recyclerai pas, à moins qu'il y a vraiment un intérêt particulier autour de ça, mais en fait ce qui m'intéresse beaucoup c'est le fait que, en dehors du fait de jouer sur le recyclage, elle joue aussi sur une autre chose, c'est le blink. C'est le fait en fait de faire exiler puis renvoyer sur le champ de bataille une créature. Et du coup ce qui fait que tous les effets d'arrivée en jeu, encore une fois, c'est super intéressant. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'effets de blink en fait dans cette extension. On en parlera au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça a quand même un intérêt certain en fait, autour de cette dérive astrale et du coup de l'effet recyclage plus blink, pourquoi pas. On a ensuite la force de vertu, et oui parce qu'il y a un cycle de force. Alors on n'a pas force of will, non, pas force de volonté,
mais on a un cycle de force et vous allez comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. La force de vertu, c'est un enchantement qui coûte 4 dont 2 blancs. Si ce n'est pas votre tour, vous pouvez exiler une carte blanche de votre main à la place de payer le coup de mana. Elle a le flash, donc voilà, du coup vous pouvez le lancer pendant le tour des adversaires, et les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Du coup en fait toutes les forces ont ce système là, où en gros vous exilez une carte de la couleur de la carte en question, donc voilà, force de vertu c'est blanc, donc du coup vous exilez une carte blanche, et du coup vous pouvez le lancer uniquement pendant le tour des adversaires, et du coup vous pouvez le lancer sans payer son coup de mana. Ce qui est quand même très fort, encore une fois, passer outre le coup de mana des cartes, c'est toujours intéressant. Et du coup là, force de vertu, bah honnêtement moi je trouve que c'est quand même sympa d'avoir justement une antienne qui se lance en flash, et éventuellement sans payer de mana. Parce que du coup c'est encore une fois une surprise, c'est que bon, vos adversaires ils disent ah ah t'es full tap et tout, et bon du coup ils peuvent vous attaquer etc en disant bah non tu vas pas bloquer parce que tes créatures elles sont pas assez fortes etc. Et du coup bah là c'est force de vertu, bam et boum, ah ouais bah ouais tu as tu as +1/+1 sur toutes tes créatures. Ah ouais bah écoute, bah je vais en chier du coup. Surtout que voilà, bah, en pleine phase de combat, ça peut être un peu gênant pour l'adversaire. Donc oui, c'est vrai que force de vertu, je pense que c'est une bonne carte sans être non plus exceptionnelle. Mais du coup ce cycle des forces déjà, il s'engage plutôt pas mal. On a ensuite la donneuse de runes. Alors là il y en a peut-être qui vont commencer à faire le lien. C'est une créature qui coûte 1 blanc, c'est un corps éclair qui est une 1/2, pardon. Vous l'engagez ou une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert la protection contre l'incolore ou contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Alors tout simplement, je vais le dire tout de suite, c'est une mère des runes. Alors sauf, c'est une mère des runes en légèrement différent. Mère des runes, je vous rappelle, du coup vous l'engagiez pour... c'est aussi une créature qui coûtait 1 blanc. Donc voilà, c'était plutôt pas mal, une 1/1. Et en fait, elle donnait la protection à la créature ciblée contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Et le truc, c'est que là, on est sur quelque chose déjà d'un petit peu moins fort d'une certaine façon, mais de plus polyvalent dans l'autre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se protéger elle-même, ce qui fait une énorme différence. Parce que des fois, on avait voilà, une mère des runes sur le champ de bataille toute seule, on est là, bah non, on peut pas la gérer. Pourquoi ? Bah parce elle peut se cibler elle-même. Là, elle ne peut pas. Mais elle peut donner la protection contre l'incolore, ce qui est très nouveau. Et c'est plutôt pas mal, puisque dans un format où justement on a des Eldrazi, on a aussi... des Planeswalkers incolores qui font plutôt mal, on va le dire. On a aussi des artefacts qui font assez mal aussi. Mais du coup, c'est quand même intéressant d'avoir quelque chose qui protège aussi contre l'incolore. Donc du coup, donneuse de runes, c'est une mère des runes bis, et du coup, qui a aussi son utilité, qui irait très bien de pair avec la mère. On continue avec le capitaine de Ranger Deos. Pas Deos, mais Deos. Qui coûte 3 dont 2 blancs, c'est une 3/3 humain et soldat. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature ayant un converti de mana inférieur ou égal à 1, la révéler, la mettre dans votre main et mélanger votre bibliothèque. Et vous pouvez aussi le sacrifier pour que vos adversaires ne puissent pas lancer de sort non créature ce tour-ci. Et honnêtement, le capitaine de Ranger Deos, moi je le vois déjà dans un deck. Hello, bonjour. Il va aller tout simplement dans mode Téchar parce qu'il coûte que 3 de mana. Il va chercher une créature qui coûte 1 ou moins. Et surtout, en plus, il se sacrifie tout seul pour empêcher les adversaires de lancer des sorts non créatures, ce qui est quand même très intéressant. Enfin, honnêtement, moi, je vois pas de problème là-dedans. C'est que pour moi, il synergise très bien avec Téchar. Il y a certainement d'autres decks dans lesquels il y aura des synergies, notamment avec les effets de Blink aussi, puisque bon, du coup, il va permettre d'aller chercher d'autres créatures qui coûtent 1 ou moins. Alors certes, c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose, mais je pense qu'il y a vraiment sa place, en fait. Bon, déjà, dans Téchar, si jamais vous l'avez monté, je pense que c'est un très bon choix. Et de l'autre côté, je pense aussi que bon, il a pas mal de choses à faire, surtout en empêchant aux adversaires de lancer des sorts non créatures quand même. C'est plutôt fat. Alors je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est Serra la Bienveillante. C'est tout simplement un Planeswalker légendaire, nouveau Planeswalker qui coûte 4 2 blancs, c'est une des premières cartes qui a été révélée. J'en ai pas parlé auparavant, elle arrive avec 4 de loyauté. Le plus 2 fait que les créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Le -3 crée une 4/4 blanche, 4/4 ange, pardon, avec le vol et la vigilance, et le -6 fait que vous avez un emblème. Si vous contrôlez une créature, les blessures qui devraient réduire votre total de points de vie à -1 le réduisent à 1 à la place. Alors, l'emblème, il y a une autre carte qui permet de faire pareil, mais j'ai oublié ce que c'était. Mais du coup, je pense que l'emblème est intéressant, sans être non plus, voilà, il faut quand même avoir une créature, il y a pas mal de choses pour gérer les bêtes dans le format, c'est pas non plus fou. Tout ce que je vois en fait, c'est le jeton. Et le fait est qu'il y a aussi le bonus sur les créatures avec le vol. Du coup, ce qui peut faire que votre deck de créatures volantes peut être encore plus fort. Donc voilà, c'est vraiment dans une synergie un petit peu vol. Et je pense que ça peut vraiment valoir le coup, à la limite, si vous jouez ce genre de deck.
Ensuite, on a le cadeau généreux, un éphémère qui coûte 3 dont un blanc. Détruisez le permanent ciblé, son contrôleur crée un jeton de créature 3-3 verte éléphant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est Réveiller la bête, Beast Within, qui était en vert, en fait, qui faisait exactement pareil, sauf qu'il ne crée pas un éléphant, il crée une bête, en fait, à la place. Et j'adore le flavor text de cette version blanche, c'est « Les meilleurs cadeaux sont impossibles à rétrocéder ». Et franchement, l'illustration est géniale, enfin bon, j'aime beaucoup. Et je pense que voilà, ça sera une très bonne carte du coup pour, tout simplement pour compléter un petit peu les anti-bêtes en blanc. Mais là, c'est carrément les anti-permanents, donc c'est plutôt cool. On a aussi Vent d'abandon, un rituel pour 2 dont un blanc. Exilez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Pour chaque créature exilée de cette manière, son contrôleur cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Ses joueurs mettent ces cartes sur le champ de bataille engagé, puis mélangent leur bibliothèque. Vous allez me dire, oula, il y a déjà un truc que vous ne contrôlez pas, d'accord. Ensuite, c'est bizarre parce qu'il parle de une créature, puis ensuite, il parle de ses joueurs, enfin ceux qui ont été cherchés, mettre sur le champ de bataille engagé, patati patata, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, parce qu'en fait, il y a un coup de surcharge, la surcharge est de retour, et cette fois-ci, elle est en blanc. Elle n'est pas qu'en blanc. Il y a d'autres cartes dont je parlerai plus tard. Mais là, cette fois-ci, il y a un coup de surcharge pour 6 qui exile toutes les créatures que vous ne contrôlez pas. Alors du coup, pour ceux qui trouvaient que voilà, Faille Cyclonique c'était un peu chiant, bah, je pense que Vent d'abandon, c'est tout aussi chiant, voire même peut-être pire, parce que du coup vous ne récupérez pas les cartes, vous récupérez juste des terrains. Alors ce qui est quand même une bonne ressource, hein. Honnêtement je pense que Vent d'abandon en fait en surcharge, ça va tout simplement être la carte pour finir la game absolument. C'est-à-dire vous ne pouvez pas juste lancer Vent d'abandon, et puis derrière dire oh fuck it, je reste comme ça, j'attaque pas, je fais rien ce tour-ci. Non, parce que bah, derrière il faut que vous arriviez à tuer, il faut que vous arriviez à descendre en fait tous les joueurs, surtout qui ont des terrains supplémentaires. Surtout qu'en commandeur ça peut aller très vite, hein, je veux dire, il suffit qu'il y ait un deck jeton, un deck avec des petites bêtes un peu partout, Vent d'abandon, vous allez vous chercher carrément une tonne de terrain quoi. Donc honnêtement, soyez quand même assez prudent avec ce que vous faites avec cette carte, et je pense qu'elle est très situationnelle, mais qu'elle fait aussi gagner la partie, voilà. Alors je vais en parler rapidement, le roi de la bande, c'est un chat, voilà, et c'est un chat pour 3 dont un blanc. C'est une 2-1 qui donne en fait plus de +1 aux autres chats que vous contrôlez. Voilà, donc comme le tribal chat est une chose, je me suis dit voilà, on va en parler rapidement, mais voilà, c'est un bon petit chat, un petit lord chat qui donne un bon bonus quoi. Et on continue avec un enchantement, prière exaucée, il coûte 3 dont 2 blancs, et en fait à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie, et si les prières exaucées n'est pas une créature, elles deviennent du coup une créature 3-3, ange avec le vol, en plus de leurs autres types jusqu'à la fin du tour. Alors j'aime beaucoup parce que du coup, c'est encore une fois, c'est pour les gains de points de vie, c'est pas mal, pour le fait du coup d'avoir pas mal de créatures qui arrivent sur le champ de bataille, c'est bien aussi. Et derrière, du coup, vous avez quand même une 3-3 vol à chaque fois. Je trouve ça très intéressant parce que du coup, elle va échapper à tous les effets de Vras qui sont faits en rituel aussi. Donc j'aime beaucoup et je pense que sans être non plus quelque chose d'exceptionnel, puisque c'est juste une commune, hein, c'est déjà une très bonne carte en fait pour les decks un peu plus budget et qui veulent soit gagner des points de vie, soit aussi avoir une bonne bête sur le champ de bataille à chaque fois qu'il y a une autre créature qui arrive sur le champ de bataille. Et la dernière carte du blanc, c'est le Sirly Vêpre, une créature élémentale qui coûte 3 dont un blanc, c'est une 2-1 avec le vol, et quand elle quitte le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature de force inférieure ou égale à 1, ciblée depuis votre cimetière. Et il a un coup d'évocation de 2 dont un blanc. Donc du coup l'évocation, vous pouvez le lancer en fait pour son coup d'évocation, et quand il arrive sur le champ de bataille, il est sacrifié, voilà. Alors du coup Sirly Vêpre en fait c'est tout simplement le petit Sirlidian. Du coup Sirlidian qui avait déjà des combos disponibles voilà avec certaines cartes, mais là Sirly Vêpre du coup un petit peu plus petit, mais pour moi aussi qui va comboter avec Téchar encore une fois. Oui j'en parle encore parce que je pense qu'il y a vraiment des synergies possibles, je vais voir un peu ce qu'on peut en faire. Mais je pense qu'il y a des synergies possibles aussi dans d'autres decks bien sûr. Tout simplement parce que ramener des bêtes depuis le cimetière directement sur le champ de bataille, même si ce sont des bêtes avec 1 de force ou moins, je pense qu'il y a moyen quand même de faire des choses avec, voilà. Passons au bleu maintenant, j'ai pas mal de cartes dont je dois vous parler, ce sont de très bonnes cartes pour le coup. En même temps, c'est un peu le but de faire une analyse d'extension. Hein. On a la force de négation pour commencer, et oui. Alors du coup, force de négation, là tout de suite, ça parle un peu. C'est un éphémère qui coûte 3 dont 2 bleus, et en fait, si c'est pas votre tour, vous pouvez exiler une carte bleue, voilà, à la place de payer son coup de mana. Et contrecarrer le sort non créature ciblée. Si ce sort est contrecarré de cette manière, exilez-le à la place de la mettre dans le cimetière de son propriétaire. J'aime beaucoup cette carte parce que, alors certes ça n'est pas un contre-sort voilà, qui fait tout le café, c'est sûr, mais j'aime beaucoup en fait le fait d'avoir quand même un contre-sort pour sort non créature qui exile derrière
la carte en question. Parce qu'il peut y avoir aussi des cartes qui peuvent avoir de la récursion, etc. Ou même des couleurs dans lesquelles la récursion est plutôt courante, même sur les cartes non créatures. Et vraiment, je pense que c'est important d'avoir justement ce genre d'exil, de contrecarre exil. Et du coup, je trouve ça vraiment très très intéressant parce que bon, le commandeur n'est pas fait uniquement par les créatures, il est fait également par les planeswalkers, il est fait par les artefacts, les enchantements. On en a vu, hein, il y a déjà des synergies, des combos qui existent dans plusieurs decks, dans plusieurs couleurs. Et franchement, ce sera pas la première fois, ce sera pas la dernière fois que une carte non créature en fait fait la game à elle toute seule en posant vraiment ses couilles sur la table, voilà, tout simplement. Et du coup, la force de négation, je pense que ça sera réellement utile dans ce format. On a le négoce mage du bazar, une créature humain et sorcier qui coûte 3 dont un bleu. C'est une 3-4 vol, déjà il a des très bonnes stats, mais en plus il a, quand il arrive sur le champ de bataille, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous de 3 cartes. Alors ça c'est en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, l'effet de Bazaar of Baghdad, c'était un terrain en fait qui s'engageait pour faire piocher 2 puis défausser 3. Très intéressant, il coûte pas mal d'argent, et en fait ils ont fait auparavant une autre créature, c'était dans quoi? Dans le bloc spirale temporelle il me semble. C'était le mage du bazar, il me semble. Et en fait, il s'engageait pour faire l'effet en disant piochez de 2, puis défaussez-vous de 3. Le problème, c'est que justement, les effets où on s'engage, c'est moins intéressant que les effets d'arrivée en jeu. Et comme le négoce mage du bazar, lui, en plus, il a un bon body, c'est une 3-4 vol derrière, c'est plutôt intéressant. Et surtout, en fait, il peut être blinké pour déclencher plusieurs fois son effet. Alors vous allez me dire, oui, piocher 2, défausser 3, c'est quand même pas terrible, parce que bon, on perd des cartes dans l'eau. Oui, mais en fait, le but, c'est justement de filtrer un maximum la main. Éventuellement de pouvoir jouer avec le cimetière derrière si vous avez le deck qui est adapté pour. Et donc du coup, franchement, le négoce mage, c'est super. Je pense que c'est une très bonne carte et c'est bon d'avoir une vraie bonne version, enfin une version alternative du Bazaar of Baghdad. Voilà. Ensuite, on a un autre contresort, le charme de l'archimage qui coûte 3 bleus. Un éphémère qui, en fait, vous permet de choisir entre 3 modes, contrecarrer le sort ciblé, le joueur ciblé pioche 2 cartes, acquérir le contrôle d'un permanent non terrain ciblé avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 1. Alors bon, le dernier, ça va certainement pas être très très utile, ou alors très situationnel, mais honnêtement, déjà les deux premiers modes sont super. Je veux dire, contrecarrer un sort pour 3 bleus, bon, voilà, c'est pas fou, mais il y a quand même un deuxième mode disponible. Et le deuxième mode, piocher 2 en éphémère pour 3, oui, moi je prends, il n'y a pas de problème. Donc du coup, le charme de l'archimage, encore une fois, très flexible, un petit peu une sorte de mini commandement cryptique, et je pense qu'il a tout à fait sa place dans le format. Ensuite, on va parler d'une mythique, bleue, un rituel, peut-être que certains ont déjà vu la carte et qui se disent « Oh là là, mon dieu, je sais de quoi il va parler ». C'est l'écho des éons, pardon, qui coûte 6 dont 2 bleus. C'est un rituel en fait qui fait que chaque joueur mélange sa main et son cimetière à sa bibliothèque, puis pioche 7 cartes. Et en fait, il a le flashback pour 3 dont 1 bleu. Et alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Power 9, en fait, c'est tout simplement Time Twister. Alors, vous allez me dire, what the fuck, mais non, ça coûte 6, Time Twister il coûte 3. Oui, le coup de flashback, c'est Time Twister. Et c'est justement là un gros problème, en fait. C'est que de l'autre côté, en fait, Écho des Éons, son coup normal, il est intéressant, il est sympa, c'est quelque chose... Le fait de remélanger le cimetière et la bibliothèque, même pour tous les joueurs, et de repiocher 7, c'est quelque chose que beaucoup de decks vont rechercher. Je veux dire, les decks qui aiment bien piocher tout court, les decks qui vont bloquer le piochage aussi des adversaires, style avec Narset, la dernière qui est sortie, très bien, ou avec Léovold aussi, mais bon, ça il est banni en multi. Ensuite, il y a le fait que, il y en a d'autres, par exemple comme Nekuzar, qui aiment bien aussi que les adversaires y piochent. Il y en a aussi qui vont s'en foutre que les adversaires piochent, mais qui veulent juste piocher eux-mêmes, du style le dieu Sauterelle par exemple. Et il y a encore d'autres trucs dont on va parler un petit peu plus tard. Mais du coup, tout ça, ça fait que le type d'effet Time Twister, il est très recherché. Et le fait d'avoir en plus en flashback quelque chose qui peut être lancé juste pour 3 mana, c'est super fort quoi. Ça permet de continuer à lancer des sorts derrière avec votre nouvelle main, etc. Donc vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses avec. Et c'est énorme en fait. C'est énorme de voir cette carte-là, ce type de carte-là, être imprimé comme ça, voilà, pour le moderne en plus. On va parler du mage au hommage. Oui, j'essaie de pas faire la liaison, c'est un peu bizarre. Un humain sorcier qui coûte 3 dont un bleu, c'est une 2-2. Et en fait, quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque une carte d'artefact de coup converti de mana de 2. La révéler, la mettre dans votre main. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un cycle de mage qui existe. Alors j'ai plus les noms exacts. Mage au rebut, au trésor, je sais plus trop. Il y avait des mages en fait pour les artefacts à 1, des mages pour les artefacts à 3. Et en fait, il nous manquait celui à 2, donc du coup le mage au hommage.
Et en fait, vraiment, c'est intéressant parce que dedans, il y a plusieurs types d'artefacts qui rentrent en compte, pas mal de cailloux à deux qui rentrent en compte, les bottes de pied d'agile, les jambières d'éclair par exemple, quelques autres artefacts dont j'ai pas les noms en tête, mais bon, en gros, il y a pas mal de cartes d'artefacts qui peuvent être réellement utiles avec 2 mana. Et du coup, ben, autant voilà, avoir un tuto supplémentaire pour le faire, qui plus est encore sur une créature qui le fait quand elle arrive sur le champ de bataille, donc du coup, Blink, c'est génial, encore une fois. Et du coup, ben, je pense que le mage aux hommages, ou le mage au hommage, pardon, franchement, ça peut valoir le coup vraiment de le jouer dans vos decks commandeurs artefacts. Ensuite, on a un enchantement neigeux légendaire. Alors oui, les permanents neigeux sont de retour. J'en parlerai un peu plus longuement après, mais voilà. Bon, il y en a plusieurs types. C'est un surtype en fait, enfin, c'est un surtype neigeux en fait. Et bon, ça correspond à certaines extensions, pardon, plus à d'autres cartes qui ont été éditées dans cette extension-ci, puisqu'ils ont voulu le remettre un petit peu en avant. Et cet enchantement neigeux légendaire s'appelle le sommeil de Maritlage, ou Maritlage, si vous voulez le faire à la française, qui coûte 2 dont 1 bleu. À chaque fois que le sommeil de Maritlage ou un autre permanent neigeux arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, regard 1, ce qui est déjà fort, honnêtement, sachant qu'il y a quand même des terrains neigeux de base qui existent, du coup vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans votre deck. Et du coup, ben, faire un scry 1 sur tous les terrains que vous posez, oui, c'est pas mal, oui, en effet. Et au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 10 permanents neigeux, sacrifiez le sommeil de Maritlage. Si vous faites ainsi, créez Maritlage, un jeton de créature légendaire 20-20 noir avatar avec le vol et l'indestructible. Voilà donc. Alors c'est très rare d'avoir quand même 2 cartes qui font exactement le même jeton légendaire, c'est-à-dire Profondeur Verdoyante, Dark Depths et Sommeil de Maritlage, mais voilà, on y est, bah écoutez, en même temps on n'avait pas changé de créature légendaire, hein, c'est toujours la même. Donc bon, voici notre gros avatar qui est prêt encore une fois à défoncer des culs, mais je pense que surtout ce qui est intéressant c'est le regard 1, voilà. Après si vous arrivez à jouer avec pas mal de terrains neigeux, je pense que ça va être... Vous n'allez pas jouer beaucoup de choses en dehors des terrains neigeux, hein, parce que les permanents neigeux en dehors de ça, les créatures et tout, bof, voilà, c'est pas fou non plus. On a un autre enchantement avec Miraudin assiégé, oui, comme l'édition, qui coûte 3 dont 1 bleu. En fait, quand il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez entre Miran ou Phyrexian. Pour Miran, vous allez à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, créer un Mir, en fait, 1-1, une créature artefact. Et pour le côté Phyrexian, au début de votre étape de fin, vous piochez une carte, puis vous défaussez une carte, et s'il y a au moins 15 artefacts dans votre cimetière, l'adversaire ciblé perd la partie. Alors, du coup, on va faire un rapide résumé de tout ça. Donc, vous créez plus de jetons quand vous jouez des artefacts, donc c'est plutôt cool. Ça peut être assez utile dans les decks qui veulent banquer un petit peu sur le monde d'artefacts sur le champ de bataille, éventuellement avec Urza, pourquoi pas, ça peut être très bon. Et surtout derrière, en fait, le côté Phyrexian, alors lui, par contre, c'est là où ils ont un petit peu fait en sorte de pas non plus trop péter le jeu, parce que s'ils avaient dit que, en fait, vous gagnez la partie quand vous avez 15 artefacts dans votre cimetière, ça aurait été un petit peu pété. Là, du coup, le fait de faire perdre à un adversaire la partie, c'est plus fair, en fait, et ça évite d'être trop stupide. Et là, je comprends tout à fait pourquoi. Et du coup, ce qui fait que je pense que même sans le fait de gagner automatiquement la partie, mais de la faire perdre à quelqu'un, je pense que même le côté Phyrexian, il est très intéressant, et c'est tout à fait faisable, en fait, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ce Miraudin assiégé. Et la dernière carte bleue, c'est le gardien de demain, un humain et sorcier qui a la cachette, c'est une 2-1 pour 2 dont un bleu. La cachette, qu'est-ce que c'est? En fait, il arrive sur le champ de bataille engagé. Et quand il le fait, vous regardez les 4 cartes dessus de votre bibliothèque, vous en choisissez une que vous exilez face cachée, et vous mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque. Et en fait, le gardien de demain, il dit que quand il quitte le champ de bataille, vous mettez la carte exilée dans la main de son propriétaire. Donc du coup, vous vous souvenez peut-être du dernier Hugin qui créait des 2-2 qui mettait en dessous d'elle en fait la carte dessus de votre bibliothèque, et que du coup vous la récupériez quand la carte quittait, enfin quand la 2-2 quittait le champ de bataille. Bah là c'est pareil, sauf que ça en mieux, parce que du coup ça filtre aussi les 4 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous choisissez laquelle vous allez avoir parmi les 4. Et du coup, j'ai aussi autre chose qui m'intéresse, le Blink, encore une fois. Oui, bah oui, j'en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est très intéressant en fait. Quand vous avez des effets d'arrivée en jeu, bah là cette fois-ci, vous avez encore l'effet d'arrivée de la cachette, mais surtout vous avez l'effet de le gardien de demain quitte le champ de bataille, parce qu'il est exilé, et du coup vous allez récupérer la carte, il revient sur le champ de bataille, vous regardez les cartes dessus de votre bibliothèque, vous en sélectionnez une, et ensuite, bah du coup, si vous pouvez l'exiler comme ça une fois de temps en temps, et ben, enfin le faire blinker du coup, et bah du coup ça fait qu'à chaque fois vous récupérez une carte. Et franchement, je trouve ça pas mal parce que du coup c'est du filtrage de pioche, enfin du filtrage et de la pioche avancée. Donc du coup je trouve ça vraiment très sympa.
Parlons maintenant du noir, il y a pas mal de cartes intéressantes en noir. Il y a la force déjà, la force de désespoir cette fois-ci. C'est un éphémère qui coûte 3 dans 2 noirs. Si c'est pas votre tour, vous pouvez utiliser une carte noire à la place de payer son coup de mana, ok. Détruisez toutes les créatures qui sont arrivées sur le champ de bataille ce tour-ci. C'est très spécifique. Disons que c'est pas quelque chose que vous allez jouer très souvent en rituel durant votre tour, ça c'est sûr. À moins que vous ayez des envies suicidaires, enfin, ou que votre créature ait des envies suicidaires plutôt. Mais le but, ça va être de faire en sorte, justement, le moment où quelqu'un, par exemple, je sais pas, pioche toute sa bibliothèque, a du mana infini, met toutes ses créatures sur le champ de bataille, du coup, force de désespoir, derrière, vous pouvez dire, écoute, t'as beau mettre toutes tes créatures et tout, nous, voilà, tes créatures, elles sont mortes, quoi, voilà, tout simplement. Et je pense que ça va être un petit peu l'objectif, c'est que c'est très situationnel, mais si vous savez qu'il y en a qui jouent beaucoup de créatures, qui ont tendance à jouer très agressif, ça peut être une bonne option, en fait, de l'avoir quand même dans votre deck. Mais c'est pas quelque chose que je mettrais dans tous mes decks noirs, systématiquement, voilà. On a aussi l'augure mort-vivant, une créature zombie et sorcier qui coûte 2 noirs, c'est une 2-2. Et quand lui ou un autre zombie que vous contrôlez meurt, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc moi j'aime bien aussi, voilà, c'est de la pioche. Encore une fois, on est sur ce petit effet aussi sacrifice un peu à la Yogg-Sabull. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans un deck zombie, voilà. Sachant qu'en plus, ça prend en compte aussi les créatures, enfin les jetons, tout simplement. Contrairement à l'autre, je sais plus comment il s'appelait là, le faucheur de minuit des guildes de Ravnica. C'était assez intéressant, mais c'est vrai que sans le jeton, c'est vrai que c'est un peu moins bien quoi pour les zombies. On a une autre commune, le proscrit changelin. Un change-forme qui coûte un noir, pardon, excusez-moi. C'est une 1-1 changelin, donc du coup il a tous les types de créatures. Et il ne peut pas bloquer ou être bloqué. Et du coup, c'est là où c'est intéressant parce que du coup, dans un deck tribal, généralement, il y a toujours moyen de se booster les uns les autres, de faire en sorte de donner des capacités supplémentaires. Et du coup, le proscrit changelin, étant donné qu'il ne peut pas être bloqué, ce sont au moins des blessures directes qui seront toujours infligées en fait à l'adversaire. Et du coup, ça fait qu'il s'intègre très bien. C'est une petite carte budget qui s'intègre très bien en fait dans dans tous les decks en fait qui contiennent du noir, que ce soit les vampires, les esprits, pourquoi pas. Voilà, donc je vous laisse le soin de regarder un petit peu, les pirates, pourquoi pas aussi, c'est vrai. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire avec. On a le lieutenant des catapultants, alors si le nom vous dit quelque chose, je vais vous en parler un petit peu après. C'est un gobelin en fait qui coûte 4 dont 1 noir, c'est une 1-1, et quand il arrive sur le champ de bataille avec 2 gobelins 1-1 rouges. Et en plus, vous pouvez sacrifier un gobelin gratuitement, sans payer de coup de mana, ni rien. Le joueur ciblé perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Je vous en avais parlé en parlant du commandant rouge tout à l'heure, du commandant gobelin. On est encore une fois sur quelque chose qui, alors, mise sur le sacrifice de gobelins pour faire des blessures, enfin, faire perdre des points de vie à un adversaire, pas à tous, évidemment, c'est pas non plus aussi pété que ça, mais c'est vrai que c'est déjà très très intéressant, et surtout, en fait, pour la petite histoire, le lieutenant des catapultants, en fait, c'est le cousin du commandant des assiégeants, qui est en fait un gobelin rouge, qui arrive aussi avec 2 jetons gobelins à côté, 2 ah mince, j'ai oublié. Enfin bon, qui arrive aussi avec des jetons gobelins à côté. En fait, vous pouvez payer du mana et sacrifier le jeton, enfin un gobelin en fait, pour faire des blessures à telle ou telle cible. Et du coup, ce qui fait que là, le lieutenant, c'est un petit peu différent. Voilà, bon, j'aime bien sa catapulte aussi, hein, c'est assez marrant. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Du coup, peut-être le retour du noir-rouge gobelin en commandeur plutôt que du mono-rouge. Ça peut vraiment être sympa. On a aussi l'ingénieur de peste en créature, c'est un propagateur, oui c'est original, il coûte 3 dont 1 noir, c'est une 2-2 avec le contact mortel, et en fait il a quelque chose de très particulier, c'est que quand il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un type de créature, et les créatures du type choisi que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1. Ce qui fait que du coup, je parlais de gobelins, juste avant, du coup les gobelins c'est mort, les elfes c'est mort, les vampires avec Edgar Markov, du coup la plupart sont morts quand même, mine de rien, au moins les jetons qui sont créés. Donc il y a pas mal de choses, tous les esprits, tout ça, qui sont 1-1, il y a pas mal de choses qui se font en fait avoir avec l'ingénieur de peste, mais par contre, c'est pas une carte que je mettrais systématiquement dans mes decks noirs, encore une fois, puisque c'est très situationnel, on est bien d'accord. Le but c'est que si vous savez que vos adversaires ont tendance à jouer très tribal, imaginons qu'il y en a un qui a un deck elfe très chiant, que vous n'arrivez pas à gérer, l'ingénieur de peste, je pense qu'il pourrait très bien rentrer dans votre deck s'il est noir. Et du coup, ça peut être une option aussi si vous connaissez la table de jeu. Si vous ne connaissez pas les gens avec qui vous allez jouer, c'est pas une bonne option, c'est sûr. Voilà. On parlait vampire, du coup on va parler du vampire cordial, c'est une créature vampire qui coûte 2 noirs, 1-1, et en fait quand il meurt, ou quand une autre créature meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque vampire que vous contrôlez. Honnêtement, je le trouve super, parce que déjà il coûte pas cher, il trigger quand les autres créatures meurent, y compris celles des adversaires, surtout celles des adversaires, donc c'est génial. Et en plus derrière, il trigger aussi quand lui-même meurt.
Donc du coup c'est vachement cool. Enfin, je veux dire, là on est vraiment sur la totale. C'est allez hop, c'est la fiesta en fait, dès qu'il y en a un qui meurt, tout le monde peut faire son festin en fait, derrière, et gagner ses marqueurs plus 1 plus 1. Dès le début de game, c'est une carte qui peut avoir un impact assez fort, mais surtout même en fin de game en fait, où ben les choses peuvent commencer à se débloquer un petit peu, bah ouais, vous perdez une créature, vous la sacrifiez éventuellement avec, je sais pas, un truc à sacrifice, et derrière vous mettez des marqueurs plus 1 sur tous vos vampires. Sur un deck tribal, ça va faire extrêmement mal, enfin voilà. On a un rituel qui s'appelle Froid comme la mort, qui coûte 3 dont 1 noir. C'est tout simplement un rituel qui dit que toutes les créatures non neigeuses gagnent -X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de permanents neigeux que vous contrôlez. Et alors là vous allez me dire, oui mais bon c'est peut-être pas terrible. Oui bon après, j'ai eu encore une chose que je vous ai gardé pour la fin, la fameuse réédition, qui fait que du coup le nombre de permanents neigeux que vous allez pouvoir avoir dans votre deck va certainement beaucoup augmenter. Et je pense que bah, du coup comme il y a quand même pas beaucoup de personnes qui vont jouer des créatures neigeuses, eh ben autant en profiter en fait pour avoir ce type de Vras qui en plus fait un -X et non pas du détruire toutes les créatures ou infliger X blessures. Du coup ce qui fait que ça passe déjà au-dessus de l'indestructible, ce qui est fort appréciable. Et la dernière carte noire c'est le Mortelin, un zombie change-forme qui coûte 4 dans 2 noirs, c'est une 3-3, alors il n'a pas le changelin, lui non. En fait il a plusieurs capacités comme tous les morphelin, je pense, je sais plus comment il s'appelait, mais en gros il y en a plusieurs en fait dans chaque couleur, et en gros bah là on a le noir qu'on n'avait pas encore. Il a plusieurs capacités, la première étant pour un noir, il acquiert la menace jusqu'à la fin du tour, la deuxième, pour un noir, il acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour, la troisième, pour un noir, il acquiert la survivance jusqu'à la fin du tour, donc s'il meurt, il n'avait pas de marqueur plus 1 sur lui, il revient avec un marqueur plus 1 sur lui, et pour 1 de n'importe quelle couleur, il gagne plus 1 -1 ou -1 jusqu'à la fin du tour. Donc du coup vraiment sympa en fait. J'aime beaucoup ce mortelin parce qu'il a quand même pas mal de capacités entre l'évasion, le fait d'avoir contact mortel, donc du coup il peut protéger, attaquer. Il a la survivance, donc du coup il peut vraiment résister un petit peu à tout ce qui se passe. Et bah, du coup ce petit bonus à la fin, voilà, avec le +1, -1 ou -1 bah, ça permet vraiment d'utiliser en tant que bloqueur, en tant qu'attaquant, si jamais il s'est pas fait bloquer, ou si jamais il bloque, ou si jamais il s'est pas fait bloquer. Donc ça peut vraiment être très intéressant, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. En rouge on a quelques cartes intéressantes, on a l'ingénieur gobelin, qui est tout simplement une créature gobelin artificier qui coûte 2 dont 1 rouge, c'est une 1-2. Et quand il arrive sur son bataille, vous pouvez chercher une carte d'artefact dans votre bibliothèque et la mettre dans votre cimetière. Et en fait, pour 1 rouge et en l'engageant et en sacrifiant un artefact, vous renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte d'artefact ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Il ressemble en fait beaucoup, enfin il s'intègre plutôt pas mal en fait dans la stratégie d'Areti, qui est tout simplement le recyclage d'artefacts, c'est-à-dire échanger un artefact du cimetière avec un artefact du champ de bataille, enfin ou l'inverse, voilà, vous faites dans l'ordre que vous voulez. Mais en gros voilà, c'est la stratégie d'Areti, ce qui fait qu'en mono rouge artefact, ça peut être très très intéressant d'avoir cet ingénieur gobelin, en plus de ceux qui existent déjà, qui avaient des effets similaires. On a aussi le complice planorigène, un peu dur à prononcer. C'est un humain et sorcier qui coûte 3 dont 1 rouge, c'est une 1-3. Et en fait pour 1 rouge, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de Planeswalker de votre main, et le sacrifier à la prochaine étape de fin. Et en fait, j'aime beaucoup cette capacité en fait qui vous permet, bah voilà, j'ai un gros Planeswalker, j'ai besoin d'un moyen de gestion, par exemple, je sais pas, j'ai un Hugin en main ou comment il s'appelle encore, ou un Karn, Karn le premier Karn, Karn libéré. Voilà, bah, je vais mettre Karn et puis boum, je vais exiler ton permanent ciblé parce que voilà, il me fait trop chier. Et ça me coûte juste 1 mana. Et franchement, je trouve ça assez fort parce que c'est vrai que ce genre de cartes, qui parfois coûtent un peu cher, on attend juste de pouvoir les jouer pour pouvoir faire un impact assez fort sur le champ de bataille. Et franchement, je pense que le complice planorigène, bah, il a ce petit avantage d'avoir ce sneak attack sur Planeswalker. Et bah écoutez, ça peut être très intéressant aussi. On a le pyromancien aguerri, oui encore une créature, un humain et chaman en fait, qui coûte 3 dont 2 rouges. C'est une 2-2, quand il arrive sur son bataille, vous défaussez 2 cartes, puis vous piochez 2 cartes. Pour chaque carte non-terrain défaussée de cette manière, vous créez un jeton d'élémental, 1-1 rouge. Tout simplement, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des cartes en main aussi. C'est-à-dire que ça peut être aussi, si jamais vous avez plus de gaz en main, pour 3, vous piochez 2 cartes et vous avez une 2-2. Voilà. Et en plus, il a une autre capacité, pour 5 dont 2 rouges, vous l'exilez depuis le cimetière, vous créez 2 jetons de créatures, un rouge élémental. Bon, ça c'est assez cool, ça se remplace. Ce que je comprends pas trop, c'est la rareté, il est mythique. Alors bon, il y a certainement des gens qui vont me dire, oui mais les stratégies et tout, oui bon d'accord, ok, en moderne peut-être. En commandeur, j'ai quelques doutes en fait. Après, vous pouvez toujours essayer de blinker éventuellement, si vous avez moyen de blinker en rouge, pourquoi pas.
Mais en tout cas, moi je pense qu'il peut être assez intéressant, mine de rien, rien que pour ça, cet effet, soit du coup tu as des élémentaux en plus pour te protéger, soit en plus tu peux juste piocher tout simplement si t'as plus de cartes en main. Donc c'est assez sympa. On a la force de rage, alors qui coûte 3 dont 2 rouges, c'est un éphémère. Euh, Si ce n'est pas votre tour, vous pouvez exiler une carte rouge à la place de payer son coup de mana, et vous pouvez créer 2 jetons de créatures 3-1 rouge élémental avec le piétinement et la célérité, et vous les sacrifiez au début de votre prochain entretien. Alors, j'ai beaucoup de gens qui, quand ils ont vu la carte, ils ont dit c'est de la merde. Encore une fois, le rouge s'est fait un peu niquer et tout, c'est une carte de merde, ça n'a aucun intérêt. Alors bon, peut-être qu'en moderne ça n'aura aucun intérêt, je dis pas le contraire, mais honnêtement, mon commandeur, je vois certaines utilités. Tout simplement parce que j'avais parlé de Chandra, meneuse de flammes, qui faisait elle aussi 2 élémentaux qui sont identiques, hein, ce sont aussi des élémentaux 3-1 piétinement célérité, et que c'était assez violent en fait en commandeur. Alors là, justement, on a cet effet qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire que vous pouvez en gros les créer durant le tour de l'adversaire, mais je vous conseillerais de le faire avant la déclaration des attaquants. Pourquoi? Parce que déjà le fait d'avoir 6 de patates sur le champ de bataille qui peuvent bloquer, éventuellement tuer une de leurs grosses créatures, pour 3 je trouve ça assez intéressant en fait. Du coup ça peut les dissuader de vous attaquer, vraiment. Et de l'autre côté, ça va aussi dissuader les autres joueurs suivants qui vont se dire bah ouais mince il a 2-3-1, ça peut vite faire assez mal en fait si jamais il double bloc sur une de mes créatures les plus fortes quoi. De l'autre côté, si vous le jouez pendant votre tour, c'est vrai que ça peut être assez intéressant d'avoir par exemple d'attaquer avec les deux tout simplement, hein. Voilà, je veux dire 6 de patates pour 3, ça peut être intéressant aussi, voilà, c'est pas fou, mais ça peut être pas mal. Et à la limite, peut-être en garder un en bloqueur, ou s'il y a moyen de donner la vigilance éventuellement, pourquoi pas. Voilà, j'ai plein d'options, puisque c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas les sacrifier en fait à votre prochaine étape de fin. C'est sûr, ça aurait été génial, mais ça aurait peut-être été un petit peu trop fort aussi. Voilà, donc je sais pas. Moi, je trouve que c'est intéressant sans être non plus extrêmement pété. J'ai pas parlé trop des slivoïdes depuis le premier slivoïde, mais celui-là il m'intéressait, c'est le slivoïde malveillant, c'est une créature slivoïde bien sûr, qui coûte 3 dont 1 rouge, c'est une de 2 en fait qui dit que les créatures slivoïdes que vous contrôlez ont, à chaque fois que cette créature subit des blessures, elle inflige autant de blessures à une cible joueur ou planeswalker. Et du coup j'aime bien, parce que j'aime bien en fait le fait que ce soit un retour de bâton, c'est ah mince tu vas me bloquer, je balance ma petite 1-1 slivoïde là, et en fait tu vas me bloquer, ouais mais t'as qu'une 5-5, c'est dommage hein, parce que si tu la bloques, si elle meurt, bah elle prend 5, et du coup toi tu prends 5 aussi. Et t'es là, ah oui, bon ok d'accord. En fait finalement ça dissuade pas mal les adversaires de bloquer avec leurs grosses créatures, et ça les dissuade pas mal aussi d'attaquer, parce que si jamais du coup ils attaquent sur votre gueule et que vous mettez tous vos petits slivoïdes les moins forts en fait, les moins intéressants, avec le slivoïde malveillant à côté, ça va faire très mal quoi, ils risquent de se reprendre quasiment tout ce qu'ils ont balancé dans la gueule. Du coup, j'aime bien encore une fois ce côté très politique et quelque chose qu'il n'y avait pas vraiment chez les slivoïdes, donc j'aime beaucoup. On a un enchantement, la réformation tectonique, qui coûte 2 dont 1 rouge, et chaque carte de terrain de votre main a recyclage pour 1 rouge. Et en plus, la réformation tectonique a aussi un recyclage pour 2 mana de la couleur de votre choix. Je trouve ça tellement fort en fait, parce que déjà ça vous permet de mettre des terrains au cimetière, donc éventuellement si vous jouez par exemple Lord Wingwraith, le Seigneur Vent des Vertus, ça peut être intéressant, et surtout derrière, c'est du recyclage quoi, je veux dire, en fin de partie, vous allez certainement avoir des terrains dont vous n'aurez pas besoin, quel que soit le plan de jeu que vous allez avoir, hein. Je veux dire, du coup, vous faites point 1 rouge, je repioche une carte, voilà, je me défausse de mon terrain, et du coup, ça a toujours de la value, quoi, ça fait que vos terrains, ils ont une autre utilité que juste faire du mana, et surtout, être planté là, parce que vous avez 15 mana déjà sur le champ de bataille, et que vous n'avez pas quoi en foutre, voilà. Donc j'aime beaucoup, et je pense que ça peut vraiment avoir un intérêt dans beaucoup de decks, quoi. Ensuite, la dernière carte du rouge, c'est Affre du Chaos, alors là, je l'ai mise parce que c'est un délire total, c'est un rituel qui coûte 4 dont 1 rouge, et en fait, elle a la cascade. Mais elle a juste la cascade, voilà. Donc vous allez, du coup, vous le lancez, vous allez chercher enfin, vous allez révéler les cartes de la bibliothèque, jusqu'à révéler une carte qui coûte moins que l'Affre du Chaos. Et c'est tout. Et derrière, en fait, cette carte, elle a le pistage, c'est-à-dire que vous pouvez la relancer depuis le cimetière, mais juste en vous défaussant d'une carte de terrain, en plus de payer ses coûts normaux. Donc du coup, encore une fois, c'est bien, le pistage, c'est une très bonne capacité, hein. Et là, vraiment, en fait, c'est... Je sais pas, il faudrait peut-être avoir un deck composé uniquement de cartes qui coûtent 3 ou moins. Je sais pas, mais ça me semble assez intéressant, quoi, en fait, d'avoir ce type de carte qui ne fait pas grand-chose, mais en même temps qui permet de... un petit peu de recycler aussi, encore une fois, vos terrains, hein, voilà, et votre mana que vous avez en trop. Donc pourquoi pas, mais franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en fait dans un deck. C'est un petit peu amusant quoi. Alors on va passer au vert, et on a une autre tribu qui est revenue aussi à part les slivoïdes et à part les changelins, ce sont les écureuils. Et oui,
Les écureuils, on va commencer avec l'ermite du fond des bois, un elfe doride qui coûte 5 dont 2 verts, c'est une 1-1. Il a disparition 3, donc alors là, c'est une capacité en fait qui fait qu'il arrive avec 3 marqueurs temps sur lui, sur le champ de bataille, et quand au début de votre entretien, vous retirez un marqueur temps, et quand vous retirez le dernier marqueur temps, vous le sacrifiez. Voilà. En gros, c'est un ermite qui va rester 3 tours. Mais surtout, il dit que quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez 4 jetons d'écureuil. Et aussi, il donne +1/+1 aux écureuils que vous contrôlez. Donc du coup, c'est bien de l'avoir sur le champ de bataille pour attaquer avec vos écureuils. Et du coup, là j'ai presque envie de dire Blink. Oui, encore une fois, je sais parce que en fait, il y a quand même pas mal de cas dans l'extension qui ont des effets quand ils arrivent sur le champ de bataille, notamment les créatures. Et du coup, bah là, pouvoir recréer éventuellement des jetons d'écureuil, c'est sympa. Mais il y a aussi autre chose, c'est tout simplement le fait de pouvoir reset le nombre de marqueurs temps sur l'ermite du fond des bois. Parce que du coup, bah, ça fait que tant que vous avez moyen de le blinker et de faire en sorte de reset ces marqueurs, bah, il ne quittera pas le champ de bataille. Enfin, à moins que vous bloquez avec ou qu'il lui arrive une connerie. Voilà. On a la force de vigueur, un éphémère qui coûte 4 dont 2 verts. Si ce n'est pas votre tour, vous pouvez utiliser une carte verte à la place de payer son coup de mana. Oui. Et vous détruisez jusqu'à 2 artefacts et ou enchantements ciblés. C'est fort. C'est très fort. On n'a pas eu beaucoup de cartes en fait. On avait eu des cartes en blanc qui permettaient d'exiler 2 artefacts et ou enchantements. Certaines c'était pendant votre tour. Certaines c'était détruire. Franchement, là on est en vert et ça peut être lancé sans payer de coup de mana. Franchement, je trouve ça très très fort dans notre format où justement les artefacts et les enchantements sont quand même des ressources très importantes généralement et sur lesquelles on a très peu de moyens de gestion ou du moins, voilà, on les a pas toujours quand il faut. Et du coup, c'est vrai que la force de vigueur là du coup, ben, c'est très fort, c'est très fort. Je trouve vraiment qu'elle a de quoi percer dans ce format. On continue avec la macrosomie. Alors je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Je vois des trucs, j'ai peut-être une petite idée. C'est un rituel qui coûte 1 vert en fait, et qui dit que jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée que vous contrôlez devient une guivre verte avec une force et une endurance de base de 6-4. Mais, alors vous allez me dire, oui, c'est pas terrible et tout. Oui, surcharge. Surcharge à 6, en fait, avec 2 verts, où du coup toutes vos créatures deviennent des 6-4 guivres. J'ai une idée très précise d'un deck dans lequel ça irait très bien. Ce sont les decks jetons, ou les decks où il y a pas mal de bêtes de manière générale, voilà, mais de petites bêtes, hein, pas des grosses bêtes, du coup ça servira à rien. Mais voilà, donc franchement, 6-4, si vous arrivez à avoir un board, je sais pas, d'une quinzaine de jetons, 15-6-4 à gérer, c'est plutôt fort, surtout que généralement ce sont pas des créatures qui ont des effets énormes, ce sont juste des jetons, donc du coup vous pouvez un petit peu... comment dire, bourriner comme vous en avez envie, et les adversaires, bah, s'ils les détruisent, bah, ils perdront certainement des plumes au passage. Donc franchement, moi je suis plutôt satisfait de cette carte-là, qui paye pas de mine, mais pour moi qui est vraiment intéressante. On a l'influence d'Ayula, et oui, bah, parce qu'il fallait faire des ours, on a un enchantement en fait, qui coûte 3 verts, et qui dit défaussez-vous d'une carte de terrain, créez un ours 2-2. Et franchement, bah, du coup, là, on est sur la synergie complète avec le commandant, hein, et je pense que ça peut être très intéressant, parce que, bon, encore une fois, on est sur la défausse de terrain, donc du coup, c'est encore une fois du recyclage de terrain pour faire autre chose que du mana, quand on n'a plus besoin, et bien sûr, derrière, bah, du coup, faire en plus des ours, alors ça, je trouve ça super. Donc voilà, encore un petit ajout pour le deck Ayula, le deck ours. Ensuite, on a une créature, la Genèse, une créature incarnation qui coûte 5 dont 1 vert. C'est une 4-4, et en fait, au début de votre entretien, si la Genèse est dans votre cimetière, vous pouvez payer 3 dont 1 vert pour envoyer une carte de créature ciblée dans votre cimetière, dans votre main. Et j'aime bien en fait, parce que c'est un moyen de récursion, on va dire, qui va rester sur le long terme. Les adversaires, s'ils veulent le gérer, bah, du coup, ils vont être obligés de gérer votre cimetière, ou de gérer cette carte-là en particulier, ce qui est faisable, hein, on va quand même se l'avouer, on est en commandeur. Mais je veux dire, j'aime beaucoup cette capacité qui fait que, bah, en fait, vous avez moyen de faire de la récursion sans avoir besoin d'une carte en particulier, de devoir lancer une carte du style Rigros pour envoyer la carte ciblée dans la main de son propriétaire, enfin dans votre main. C'est vraiment pas nécessaire, et du coup, bah, le fait d'avoir juste ce coup de mana supplémentaire à payer, bah, je pense que c'est largement suffisant. On a un enchantement, celui-là on va devoir en parler un petit peu, c'est la Onance déchaînée. C'est un enchantement qui coûte 3 dont 1 vert. Et à chaque fois vous lancez un sort de permanent dont le coût converti de mana, dont le coût de mana contient X, doublez la valeur de X. Donc du coup, c'est-à-dire toutes les hydres, tous les trucs qui demandent X dans leur coût de mana en permanent, ne serait-ce que par exemple, bah, il y a aussi les artefacts, hein. C'est vrai que j'y avais pas pensé au départ, mais par exemple, Cornucopée Astral qui du coup coûtait 3 pour faire un mana, bah, vous pouvez faire 2 à la place. La baliste par exemple, bah voilà, c'est le double à la place. Baliste ambulante, voilà, ça peut être pas mal de choses en fait qui vont être vraiment fortes
Qui plus est, généralement les sorts à X, ça a tendance à être assez dégénéré très rapidement. Et derrière, il y a aussi autre chose. C'est à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel que vous activez une capacité, si le coût de mana de ce sort ou le coût d'activation de cette capacité contient X, copiez ce sort ou cette capacité et vous choisissez de nouvelles cibles pour cette copie. Du coup, ça veut dire que Green Sun Zenith, le Zénith de Vert Soleil, qui permet d'aller chercher une créature à X et de la mettre sur le champ de bataille, eh ben, elle me le fait 2 fois. Voilà. Et c'est très fort. Je trouve ça juste débile, en fait, cette carte. Parce que du coup, c'est quelque chose dont on n'avait pas vraiment besoin, mais du coup, qui rend encore tout ce qui est plus... Enfin, tout ce qui est bourrin et faire beaucoup de mana très vite pour aller chercher... Enfin, pour lancer les sorts à X, et pour avoir un gros impact sur la partie, ça les rend encore plus efficaces. Et du coup, je pense vraiment que c'était peut-être un petit peu too much, là, pour le coup. Voilà. Alors la créature suivante, je vous en parle, alors les mythiques, mais je vous avoue que moi je l'intègre plutôt dans un tribal. C'est le buveur de sorts, c'est un serpent pour 1 vert. C'est une 2-1 de base, mais en fait il a la montée de niveau. Vous pouvez payer 1 de n'importe quelle couleur en fait, uniquement en rituel, pour le faire monter d'1 niveau. Du coup vous mettez un marqueur de niveau sur lui, ce qui est bien parce que du coup la prolifération fonctionne aussi là-dessus. Du coup, quand il est entre le niveau 3 et le niveau 7, il a la protection contre les éphémères et il devient une 4-4. Et quand il passe au niveau 8 ou plus, il a la protection contre tout, c'est une 6-6. Alors moi je l'ai intégré parce que déjà c'est une bonne carte, c'est un serpent, donc du coup il y a des tribaux serpents qui existent quand même, il faut le savoir. Ce sont généralement des tribaux assez sympathiques, et du coup bah là ils ont en plus une créature qui peut un peu augmenter au fur et à mesure du temps, sans être non plus extrêmement chère. Et ça j'aime beaucoup, parce que du coup ça fait que même en fin de partie, il peut déjà avoir une grosse protection. Ne serait-ce que la protection contre les éphémères, je trouve ça déjà pas mal du tout, et ça peut devenir un très gros serpent. Donc, buveur de sorts, assez cool pour nos copains tribaux serpents. Donc voilà, profitez-en, mettez la main dessus. On a ensuite le Orph collectionneur, une créature Orph. Alors, en anglais ça se dit ouf, donc c'est pour vous dire. Il coûte 2 dont 1 vert, c'est une 2-2 qui dit que les capacités des activées des artefacts ne peuvent pas être activées. Et ça c'est fort, encore une fois, on en avait parlé avec Karn. Et bah c'est génial qu'ils aient imprimé en plus derrière une autre carte pour qu'on puisse s'amuser avec. Parlons des cartes multicolores. Alors là, j'ai fait une restriction parce que j'avais fait une liste gigantesque auparavant. Là, j'ai réduit la liste au minimum, on va dire, des cartes intéressantes. Et je pense que vous serez assez d'accord. Il y a le squelémental, oui, d'éclair, qui est en fait un élémental et un squelette, qui coûte 3 dont 2 rouges et 1 noir. C'est une 6-1 piétinement célérité, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur se défausse de 2 cartes. Et au début de l'étape de fin, sacrifiez le squelémental d'éclair. Alors vous allez me dire, oui c'est sympa et tout, bon c'est bourrin, ça fait défausser les cartes, voilà, ok. Mais en fait, moi ce qui m'intéresse c'est surtout la récursion. Faire en sorte que cette créature-là, vous puissiez la renvoyer sur le champ de bataille très régulièrement. Et du coup, éventuellement, pourquoi pas avoir un deck qui soit basé autour de la récursion en noir-rouge, tout à fait faisable. Et du coup, la violence du noir-rouge, elle existe, hein, je veux dire, il y a eu dans le précédent bloc Ravnica, il y avait eu aussi, avec, je sais plus quelle était la capacité, le Unleash, j'ai oublié le nom français, où en fait, en gros, c'était un truc de très gros bourrin, et là, vous pouvez partir sur un gros deck de bourrin en noir-rouge, et avec de la récursion derrière, ça peut vraiment être très très sympa et très efficace. Pour continuer sur le noir-rouge, on a un gobelin. C'est un gobelin expert en munitions, qui coûte 1 noir et 1 rouge, c'est une 1-1 avec le flash, c'est assez original. Et en fait, quand il arrive sur une bataille, vous pouvez faire qu'il inflige une cible, créature ou planeswalker, un nombre de blessures égal au nombre de gobelins que vous contrôlez. Donc là, on est vraiment sur le côté tribal. Alors après, certes, ça inflige à une créature ou un planeswalker et non pas à un joueur, mais en même temps, ça aurait peut-être été un peu trop pété, hein, parce que bon, on sait très bien que les decks gobelins, ils peuvent générer beaucoup de gobelins très très vite. Donc, ça permet vraiment en fait de gérer, c'est un anti-bet gobelin en fait, il faut se le dire comme ça. À partir du moment où la bête n'a pas l'indestructible ou la défense talismanique ou le linceul, bon ça commence à faire beaucoup, d'accord, ok, mais ça peut vraiment être un très bon anti-bet, du coup qui en arrive en plus en flash, ce qui est assez original pour le coup sur cette couleur là, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec. Pour continuer dans les zones co-multicolores, on a le Djinn fulminant, un Djinn, oui, qui coûte 5, dont un bleu et un rouge, c'est une 3-4 vol, et en fait quand il attaque, il inflige un nombre à n'importe quelle cible, un nombre de blessures égal au nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci. Alors je vous en avais parlé tout à l'heure, le fait de faire l'effet Time Twister en repiochant du coup cette carte,
bah du coup ça peut être extrêmement fort et ça peut aller extrêmement vite. Il y a aussi une autre carte dont je ne vous ai pas parlé, c'est Arjun. Alors Arjun qui est en fait un sphinx en bleu-rouge aussi, qui fait en fait qu'à chaque fois que vous lancez un sort, vous allez mettre les cartes dessus de votre bibliothèque, mettre les cartes pardon, de votre main en dessous de votre bibliothèque et piocher autant de cartes. Du coup, ce qui fait que vous jouez toujours un petit peu sur la brèche avec ce que vous allez avoir pioché au fur et à mesure. Mais du coup, le Djinn Fulminant, lui, il serait très content d'être joué dans un deck Arjun par exemple, ou dans un deck qui pioche beaucoup, hein, comme un deck Dieu Sauterelle ou d'autres, ou des Khuzar, etc. Et du coup, bah, ça inflige beaucoup de blessures, ça peut vraiment être extrêmement fort pour le coup. On a un nouveau Planeswalker multicolore, un Planeswalker qui coûte 2, c'est Vren et Six, qui coûte un rouge et un vert. En fait, il arrive avec 3 de loyauté. Le plus 1 renvoie une carte de terrain de votre cimetière dans votre main. Le moins 1 inflige une blessure à n'importe quelle cible. Et le moins 7 donne un emblème qui dit que les cartes d'éphémère et rituels de votre cimetière ont le pistage. Donc le pistage, je vous rappelle pas, hein, vous défaussez une carte de terrain, en plus de payer le coût normal, voilà. Et en gros, moi j'aime beaucoup Vren et Six déjà pour la première capacité, qui va certainement faire qu'en moderne ça va être joué. Tout simplement parce que renvoyer les cartes de terrain de votre cimetière dans votre main, les terrains qui vont au cimetière, généralement, ce sont des terrains qui ont des utilités particulières. C'est-à-dire bah, les fetch, ceux qui vont aller chercher d'autres terrains, les pets terrains, ou les terrains utilitaires qui vont par exemple bah, ramener un artefact sur le dessus dans votre main directement, en se sacrifiant. Donc ça peut être assez cool, et c'est vrai que du coup, avoir Vren et Six qui permettent de faire en sorte de récupérer ce terrain-là, ce terrain utilitaire qui s'utilise, bah écoutez, je pense que ça a tout à fait sa place en commandeur, et ça aura certainement aussi sa place en moderne, bien sûr. On passe à un ninja, un nouveau ninja, c'est un shinobi déchu, c'est un zombie et ninja, pour vous dire, c'est une créature qui coûte 5, dont un bleu et un noir, c'est une 5-4, avec le ninjutsu, pour 4, dont un bleu et un noir. Alors le ninjutsu, en fait, quand vous avez une créature attaquante non bloquée que vous contrôlez, vous pouvez en fait payer le coup de ninjutsu, renvoyer la créature en question et mettre à la place le zombie ninja, du coup le shinobi déchu, attaquant et engagé. Donc voilà, c'est vraiment, tu me bloques pas, bah du coup bam, je suis un ninja, voilà. Et en fait, le shinobi déchu dit que à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur exile les 2 cartes de sa bibliothèque, et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer ces cartes sans payer leur coup de mana. Donc si vous aimez jouer soit avec les ninjas, soit avec les cartes, avec les cartes des adversaires, honnêtement, le shinobi déchu, je pense que vous lui ferez une petite place quand même. Slivoïde déchiqueteur de nuages, c'est le dernier Slivoïde dont je parle, promis. Tout simplement parce que il coûte un blanc et un rouge, c'est une 1-1, et en fait, il donne à vos Slivoïdes le vol, la célérité. C'est une référence en fait à la Légionnaire qui a été éditée dans les 3 extensions, enfin dans les 3 blocs de Ravnica, et du coup qui est vol, célérité, voilà, et c'était un truc un petit peu bourrin. Et du coup, bah voilà, le Slivoïde déchiqueteur de nuages, bah du coup, il ressemble même à cette fameuse Légionnaire. On a l'infiltratrice ingénieuse, encore une fois un ninja, mais Vedalken aussi. Oui, les Vedalken sont aussi des ninjas. Il coûte 4 dont un bleu et un noir, c'est une 2-3, avec le ninjutsu pour un bleu et un noir. Donc voilà, toujours pareil. Hein. Et à chaque fois qu'un ninja que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Chaque fois qu'un ninja, pas elle, un ninja. Du coup, ce qui fait que il y a beaucoup de synergie ninja qui pourraient voir le jour avec ça. Et surtout qu'on a déjà un deck qui existe autour de Yuriko. Donc du coup la commandante ninja, pour ceux qui ne la connaissent pas, de Commander 2018. Et du coup le fait d'avoir en plus des ninjas supplémentaires à mettre dans ce deck là, je pense que c'est tout à fait le bienvenu. Il y a d'autres ninjas dont j'ai pas parlé dans l'extension, qui peuvent être aussi intéressants, voilà, à vous d'aller regarder et de vous faire votre propre avis sur ceux-là. On a un éphémère qui s'appelle la sagacité de Kaya, qui vaut 3 dont un blanc et un noir. Vous choisissez entre plusieurs modes, 2 sur les 4 modes en question. Chaque adversaire sacrifie une créature, exilez toutes les cartes du cimetière de chaque adversaire. Créer un jeton de créature 1-1 blanche, blanche et noire, esprit avec le vol, pardon, et vous gagnez 4 points de vie. Et il a en plus une capacité qui est l'union. En gros, vous payez un coût supplémentaire, ici c'est 3 mana supplémentaires, et vous choisissez, vous pouvez tout payer, tout faire en même temps, en fait. Alors du coup, je vous avoue que le coup d'union, je m'en fous complètement. Parce qu'en fait, pour moi, il y a 2 capacités qui sont, 2 modes en fait qui sont réellement intéressants, c'est sacrifier une créature, chaque adversaire sacrifie une créature et exiler toutes les cartes du cimetière. Après, si vous avez besoin de jetons, bon, je peux comprendre que vous ayez besoin du coup de faire un jeton esprit avec le vol, ok. Mais je pense que les 2 premiers modes en fait sont plus intéressants, et le mode gagner 4 points de vie, on s'en branle littéralement. Hein. Voilà, gagner 4 points de vie en commandeur, c'est rien. Donc du coup, pas réellement utile. Donc le coup d'union, je pense que ce sera pas vraiment utile de le mettre en avant. Mais, il y a aussi une petite chose, une petite précision de règle que je vais donner.
Tout simplement, quand vous êtes dans un sort, au niveau d'un sort qui a plusieurs modes, parce que j'ai vu la question passer il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, quand vous êtes sur un sort qui a plusieurs modes, les modes se résolvent, enfin, les modes vont se résoudre dans l'ordre dans lequel ils sont écrits. C'est-à-dire que si vous dites, je choisis chaque adversaire sacrifie une créature et exiler toutes les cartes des cimetières de chaque adversaire, les adversaires vont d'abord sacrifier une créature et ensuite exiler toutes les cartes du cimetière de chaque adversaire. Donc voilà, c'est juste une petite précision comme ça il n'y a pas de confusion, voilà, en disant bah non mais mince, non mais moi je fais dans l'autre ordre, je sacrifie ma créature après avoir exilé toutes les cartes de mon cimetière. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, ça se fait dans l'ordre. On fait toujours dans l'ordre de la carte, dans l'ordre de ce qui a été écrit. Voilà, même pour les modes, voilà. Et ensuite, la dernière carte multicolore dont je vais vous parler, c'est le Marin Instable. C'est un change-forme qui coûte 1 blanc, 1 bleu, c'est une 2-2, avec le change-lin, encore une fois, donc il a tous les types de créatures. Et chaque fois que vous ou un permanent que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que son contrôleur ne paye 1 de plus. Et franchement, j'aime bien en fait, parce que c'est encore une fois un petit truc alors qui peut fonctionner dans un tribal, ou tout simplement qui peut être une protection supplémentaire pour vos permanents et pour vous aussi. Ce qui est quand même assez intéressant. Donc, pourquoi pas, parce qu'en plus il coûte pas cher, un blanc, un bleu, voilà. Écoutez, je pense qu'il a sa place en fait dans pas mal de jeux où vous voudrez contrôler un petit peu ce qui se passe du côté de ses adversaires. On va maintenant passer aux artefacts, et on va commencer avec le recombineur de ferraille, une créature artefact construction qui coûte 3, qui est une 0-0 avec la modularité 2, il arrive avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui en fait, et quand il meurt, vous pouvez déplacer les marqueurs +1/+1 sur une créature artefact ciblée. Vous pouvez l'engager, sacrifier un artefact, chercher dans votre bibliothèque une carte de construction, la révéler, et la mettre dans votre main. Alors du coup, vous allez me dire, oui bon, une carte de construction c'est quand même très spécifique, c'est pas juste une carte d'artefact. Oui, mais en fait, dans les constructions, il y a pas mal de cartes intéressantes. Alors déjà, il y a toutes les Girulk, les carcasses mécaniques de Kaladesh, donc la plupart sont quand même vachement intéressantes, selon la stratégie que vous avez. Plus derrière, vous avez aussi tout simplement la baliste ambulante, donc déjà, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir un tuto pour cet artefact-là qui est quand même au centre de pas mal de combos. Il y en a aussi d'autres vraiment qui sont très intéressantes, et du coup, je vous invite à aller chercher un petit peu sur Magicville, chercher toutes les constructions qui existent dans le jeu, et je vous avoue qu'il y en a quand même pas mal des intéressantes, allant du plutôt sympa au vraiment très fort. Donc du coup voilà, je vous invite à aller faire une petite recherche là-dessus. Ensuite on a un nouveau Mox, le Mox de Tantalite, qui n'est pas légendaire, un artefact en fait qui a la suspension 3 pour 0. Alors du coup, plutôt que vous de le lancer en fait depuis votre main, vous payez 0 et vous l'exilez avec 3 marqueurs temps. Au début de votre entretien, vous retirez un marqueur temps, et quand le dernier marqueur temps est retiré, vous le lancez sans payer son coût de mana. Et en fait, il fait du mana de la couleur de votre choix en s'engageant. C'est pas fou, et le problème c'est que vous ne pouvez pas le lancer autrement qu'avec la suspension, sauf exception avec le conforme à la prédiction, en fait, où généralement toutes les cartes qui permettent de ne pas payer le coût de mana d'un sort ou d'un permanent. Du coup, conforme à la prédiction, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est vous pouvez lancer à chaque tour, vous pouvez lancer un sort qui coûte le nombre, qui coûte le nombre ou un nombre inférieur en fait de mana au nombre de marqueurs sur le conforme à la prédiction, sachant que lui il gagne un marqueur à chacun de vos entretiens. Voilà. Donc voilà, c'est assez intéressant, du coup ça vous permettrait de le lancer pour 0. Bon, en ayant payé les 3 mana pour le conforme à la prédiction avant, donc du coup bon, c'est pas quelque chose que vous jouerez au tour 1, c'est sûr. Mais voilà, le Mox de Tantalite, je pense que il peut être assez intéressant si vous avez le temps en fait de le voir arriver quoi. Et puis Urza sera content aussi, voilà. On a 2 épées qui sont sorties, oui, alors on avait déjà eu le set des 5 épées des couleurs ennemies. Là on a les couleurs amies en fait qui ont commencé avec deux des épées. Donc on a l'épée de la vérité et de la justice, pardon, l'épée de vérité et de justice, et l'épée de nerfs et d'acier, j'aime beaucoup les noms. L'épée de vérité et de justice, alors les deux coûtent 3, voilà, et elle s'équipe pour 2. L'épée de vérité et de justice en fait elle donne +2/+2 la protection contre le blanc et le bleu à la créature équipée. Et derrière, à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez, puis proliférez. Alors déjà, proliférer c'est très fort, mais en plus il y a aussi autre chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que le marqueur +1/+1 n'est pas ciblé. C'est-à-dire que vous le mettez sur une créature que vous contrôlez. En gros, le linceul ne fonctionne pas. Enfin, en gros, le linceul ne bloquera pas le marqueur +1/+1. Imaginons que les jambières d'éclair, voilà, ça va pas empêcher de mettre un marqueur +1/+1 sur la créature en question. Voilà. Puisque vous la choisissez, vous ne la ciblez pas. D'autre côté, voilà la prolifération, du coup derrière c'est super, enfin on a parlé dans la carte des Planeswalkers, et je pense que voilà, protection contre le blanc et le bleu, c'est encore une fois une protection contre pas mal de sortes de gestion qui existent,
Et je pense que ça vaut vraiment le coup, en fait, cette épée, elle est bien, elle est bien. L'épée de nerfs et d'acier, elle, c'est autre chose. En fait, la créature équipée gagne +2/+2 à la protection contre le noir et le rouge. Et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, détruisez jusqu'à un Planeswalker ciblé et jusqu'à un artefact ciblé. Alors, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont dit « c'est de la merde !» Oui, alors bon, je peux comprendre qu'en moderne ça soit beaucoup moins intéressant, mais en commandeur on va se faire plaisir en fait avec le jusqu'à un artefact ciblé. Vous détruisez un artefact ciblé, c'est pas mal du tout. Juste en infligeant des blessures de combat à un joueur, c'est plutôt pas mal. De l'autre côté, c'est sûr que détruire un Planeswalker, bah, il y a des moments où vous n'allez pas avoir de cible, c'est sûr. Donc du coup, ce sera pas si optimisé que ça. C'est très situationnel comme carte, mais ça n'est pas non plus une mauvaise carte pour le commandeur. En dehors du commandeur, je peux comprendre que les autres formats sont un petit peu à faire la tronche. Voilà, je peux comprendre. En dehors de ces artefacts-là, il y a aussi un cycle d'artefacts dont on doit parler. C'est tout simplement la fin d'un cycle, parce qu'on l'avait... Alors là, je sais pas si on l'avait attendu, mais disons qu'on ne l'attendait plus presque. C'est tout simplement les talismans. Les talismans, si vous vous souvenez, je vous en avais parlé assez rapidement, les sources de mana. C'était tout simplement des artefacts du premier Mirrodin, donc ça date quand même un petit peu, hein. C'est le début du moderne pour vous dire. Les talismans, ce sont tout simplement des artefacts qui coûtent 2, qui font du mana incolore, ou alors qui font du mana de l'une des deux couleurs au choix. Mais si jamais vous choisissez de faire une couleur l'une ou l'autre, vous perdez, enfin vous inflige une blessure, tout simplement. Et du coup, c'était assez utile comme caillou, puisque tout simplement ils n'arrivent pas à engager, ils coûtent que 2. Ils font du mana coloré, mais bon, certes, il y a le petit drawback, en fait, tout simplement le petit retour de bâton en disant bah oui, bah du coup vous allez perdre un point de vie, mais en fait, étant donné qu'en fin de partie vous pouvez quand même vous rabattre sur le fait qu'il fait de l'incolore et non plus uniquement du coloré, c'est vraiment très intéressant. C'est aussi intéressant tout simplement que les Painland, voilà, donc les talismans ce sont les Pain artefacts, les Pain cailloux, on pourrait dire. Et du coup on avait eu toutes les couleurs alliées, toutes les combinaisons de couleurs alliées qui existaient dans Mirrodin, mais on n'avait jamais eu la suite qui est ici maintenant, voilà, les talismans des couleurs ennemies, donc en blanc-rouge, en bleu-rouge, en vert-bleu, en blanc-noir et en noir-vert. Donc voilà, on a les combinaisons de couleurs ennemies, ce qui est génial, parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les sources de mana, et bah tout simplement, les couleurs ennemies, c'est celles qui ont toujours été le moins supportées dans Magic. Déjà au début, pas du tout, voilà, ça c'est pour dire. Et ensuite, par la suite, ça a été très disséminé en fait à droite à gauche, sur des cycles qui n'ont pas été finis. Des fois, on avait des cycles en fait de terrain qui étaient des terrains toujours alliés mais jamais ennemis. Et du coup, c'était à devenir fou, quoi, tout simplement. Et malheureusement, bah, faut quand même avouer qu'en commandeur, on aime bien jouer aussi les couleurs ennemies et pas uniquement les couleurs alliées. Donc voilà, les couleurs ennemies, elles sont là, et on a ces talismans, et je suis très content. Les illustrations sont magnifiques, les flavor texts sont superbes, et franchement, là, je suis très content de les voir. Et j'espère que vous mettrez la main dessus, parce que ça vaut vraiment le coup. Maintenant, on va parler des terrains. Alors du coup, je vais vous parler des seules rééditions de la vidéo. C'est 5 rééditions, on va dire. Ce sont les terrains neigeux de base. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les terrains neigeux de base, en fait ça date de l'extension, enfin du bloc Ice Age, où en gros bah voilà, il y avait de la neige partout, donc du coup on avait mis des terrains neigeux. Et en gros les terrains neigeux ils font du mana de la couleur de votre choix, enfin de la couleur correspondant au terrain en question, mais en plus en fait c'était qualifié de mana neigeux, donc du coup vous pouvez l'utiliser dans certaines capacités bien particulières. Dans l'extension ici, il y en a qui l'utilisent. J'en ai pas parlé parce que je les ai pas trouvées très intéressantes, outre mesure. Il y a peut-être des cartes neigeuses qui vont vous intéresser, donc écoutez, faites-vous plaisir aussi là-dessus. Mais en tout cas, on a ces 5 terrains, la plaine enneigée, l'île enneigée, le marais enneigé, la montagne enneigée et le lafort enneigé, qui sont tous full art, avec une illustration magnifique de Titus Lunter. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Titus, parce que bon, je m'intéresse aussi pas mal à tout ce que les artistes font sur Magic, et je vous avoue que bah, lui, il a fait de très très beaux terrains auparavant, et je trouve que là, ça rend vraiment très très bien. Il y a vraiment tout un aspect froid, mais à la fois beau, en fait, qui se dégage de tout ça. Et je vous avoue que bah, j'étais plutôt content de voir ces illustrations, et aussi la réédition de ces terrains-là. Donc voilà, vraiment, si vous pouvez mettre la main dessus, bah, faites-vous plaisir, parce que c'est utilisé, voilà, mine de rien. Ça peut être utilisé dans pas mal de decks, et moi, j'aurais grand plaisir, en tout cas, à les ouvrir. Sinon, on a un autre cycle de terrain. Oui, encore des cycles, on en a partout. C'est encore un cycle avec des couleurs ennemies. Yes! Yes! Les dieux de Magic nous ont entendus chez Wizards. Bon sang.
Alors du coup, en fait, c'est un cycle qui avait été commencé par une carte qui ne correspond pas à ce cycle, enfin, du moins qui n'est pas dans les couleurs ennemies, mais c'est une couleur alliée. C'était la Canopy Vista, je sais plus si c'est vraiment son nom, j'ai un doute à chaque fois. En gros, c'est les terrains qui font un mana de la couleur de votre choix, mais à condition que vous payiez un point de vie. Alors, de votre choix, parmi les deux disponibles, bien sûr. Et du coup, vous devez par contre payer un point de vie à chaque fois. Et en plus, il y a la deuxième capacité qui fait, vous payez un de n'importe quelle couleur, vous l'engagez, vous le sacrifiez, et vous piochez une carte. Du coup, c'est un moteur, on va dire, de fixing, certes qui vous fait perdre des points de vie, mais en commandeur, voilà, on peut faire abstraction. De l'autre côté, on a aussi le fait de pouvoir les sacrifier pour piocher, ce qui est quand même très bien, parce que c'est bien d'avoir des terrains qui se remplacent aussi. J'en ai parlé avec le recyclage, bah là c'est une forme de recyclage, on va dire, sauf que bah là, du coup, il faut payer du mana, et qu'elle soit sur le champ de bataille, bien sûr. Donc franchement, je les trouve plutôt pas mal. Et là du coup on a les cycles ennemis avec l'îlot ardent pour le bleu-rouge, la tourbière nourricière pour le noir-vert, le canyon séché par le soleil pour le rouge-blanc, le bosquet gorgé d'eau pour le vert-bleu, et la clairière silencieuse pour le blanc-noir. Et du coup on avait le blanc-vert auparavant, mais lui qui va rester tout seul dans ses couleurs alliées. Yes. Voilà, et comme ça du coup les couleurs ennemies pourront profiter un petit peu de la vue et de ces terrains. Donc encore une fois, un très très bon choix je pense, et je pense que vous serez très content d'avoir ce genre de cartes pour fixer un peu vos decks multicolores. Il nous reste 2 terrains spéciaux, et oui, il y en a quand même pas mal. Il faut avouer là on a fait un long run, hein, je vois le chrono qui défile, je suis là, wouh. C'est assez énorme. On a la vue prismatique, qui est tout simplement un fetch, mais qui va chercher uniquement des terrains de base qui arrivent dégagés. Alors du coup vous l'engagez, vous payez un point de vie, vous le sacrifiez, vous allez chercher un terrain de base dès qui arrive dégagé. Du coup, alors pour ceux qui connaissent les fetch classiques qui vont chercher un type de terrain, du style plaine ou île, voilà, ben là en fait c'est vraiment intéressant parce que du coup on est sur quelque chose qui est plus budget, certainement qui va coûter peut-être moins cher que les fetch qui vont chercher des types de terrains, parce que du coup ils permettront pas d'aller chercher des bilandes, vu qu'ils permettront d'aller chercher que les terrains de base, mais l'avantage c'est que du coup les terrains de base arrivent dégagés, et un point de vie en commandeur c'est pas grand chose. Donc du coup je pense que vraiment cette carte là elle peut être très intéressante pour de manière budget en fait, fixer votre mana dans le deck, en plus de ce qui existe déjà, voilà. Et le dernier terrain, c'est le Mégaron de la générosité d'Héliode. Alors on va faire un petit stop là tout de suite. Héliode, généreux, je suis pas sûr. Parce que voilà, Héliode, je tiens à vous rappeler qu'il a tué Elspeth. Hein, voilà, dans le plot de Théros, voilà, à la fin il tue quand même Elspeth, alors que c'était sa championne à la base. Donc voilà. Ah, c'est un connard, bref. Enfin bon. C'est un terrain légendaire qui fait du mana incolore, ou alors pour 2 dont un blanc, vous l'engagez, vous mettez une carte d'enchantement ciblée de votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Alors pour ceux qui ont vu mon meilleur du bleu, vous avez parlé des ruines de l'académie, un terrain légendaire aussi qui faisait du mana incolore, et qui pour 2 dont un bleu renvoyait un artefact ciblé de votre cimetière au-dessus de la bibliothèque. C'est la même chose. En fait, on est exactement sur la même carte. C'est juste que là, c'est pour les enchantements et en blanc. Et du coup, ben, c'est assez intéressant parce que c'est encore une fois un type de permanent que ben, c'est bien de pouvoir faire un peu de récursion autour. Et du coup, ben, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va donner dans les decks enchantement, celui-ci. Bon, on est arrivé au bout. Oh là là, c'était long. J'ai l'impression que les analyses d'édition là, ces temps-ci... Enfin bon, je vais en chier aussi pour faire le montage derrière, mais en gros, vraiment cette extension, je pense qu'elle est exceptionnelle. Je la trouve vraiment très très bien. Les retours que j'ai eu via des joueurs expérimentés, des joueurs un peu plus débutants, c'est vrai que tout le monde est en train de baver un petit peu dessus parce que elle propose beaucoup de choses, elle propose beaucoup d'outils en fait dans pas mal de stratégies différentes. Mais c'est là en fait la force un peu de cette idée de faire un horizon du moderne, une extension dédiée à ça. C'était pas apporter de nouveaux archétypes, c'était juste renforcer les archétypes ou juste apporter dans le moderne des archétypes déjà existants. Et du coup, ce qui fait que ça a renforcé aussi également le commandeur, les archétypes déjà existants, et aussi éventuellement élaborer de nouvelles stratégies. Voilà, je pense aux commandants qui existent maintenant. Je pense aussi, bah voilà, les différents sorts qui ont été rajoutés, qui sont bah, par exemple des changements de couleur, ou alors des nouvelles versions des cartes qui existaient déjà auparavant dans l'Éternal, mais du coup qui sont un petit peu différentes. Les aides pour les tribaux, parce que bon, il y a quand même les changelins qui sont là, et c'est pas les seuls, et voilà, et du coup, il y a quand même pas mal de capacités qui sont revenues aussi sur le devant de la scène, ne serait-ce que pour 1 ou 2 cartes, mais qui sont intéressantes. Et je vous invite vraiment, parce que là, j'ai fait une review vraiment des cartes pour moi qui ont un gros potentiel, qui ont quelque chose, et qui ont un intérêt. Les autres cartes, je ne les dénigre pas du tout. Honnêtement, j'aurais fait presque une review de toutes les cartes de l'extension, ou presque, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont un peu, voilà, moyen. Mais
il y a vraiment un intérêt, je pense que si vous voulez jouer budget, allez vérifier aussi les autres cartes, parce qu'il y a des très bonnes cartes qui sont dedans, sans non plus être des cartes excessivement, voilà, pétées. Mais voilà, je pense que vous pouvez tous trouver votre affaire là-dedans. Rappelez-vous juste, voilà, ne dépensez pas trop d'argent dedans. C'est-à-dire, voilà, si vous voyez que quelqu'un charge un petit peu la mule en vous en payez plus cher, n'achetez pas chez lui, trouvez une autre solution. Ça existe, hein. Mais en tout cas, vraiment, grand plaisir à voir cette extension et à voir ce qu'elle donne. Et je pense que j'en ai discuté pas mal avec... Enfin, je fais un peu mon anecdote, là je raconte ma vie. Mais en gros, j'en ai discuté pas mal avec les joueurs avec qui j'ai commencé à jouer à Magic, ceux qui m'ont, entre guillemets, formé à devenir un bon joueur, on va dire. Enfin, un bon joueur autant que je peux. Et c'est vrai que nous, on a suivi les spoilers au fur et à mesure, et on a été bluffés, quoi. C'est que bon, généralement, il y en a quand même pas mal qui râlaient un petit peu, comme quoi, des fois, les rééditions sur les Masters et tout ça, c'était pas terrible, qu'il y a des extensions, ouais, ils auraient pu faire un peu mieux. Et là, ça a fait l'unanimité, en fait. Même les cartes les moins puissantes, les moins fortes, elles ont quand même un intérêt assez particulier, et même en draft, hein, en scellé, je pense que vous allez pouvoir vous amuser plutôt pas mal. Donc, du coup, voilà, ma conclusion, je pense que c'est une excellente édition, et j'espère que Wizards aura les couilles, je le dis franchement, hein, mais qu'ils auront les couilles de refaire une extension comme ça, en fait, aussi bonne, aussi inventive, et qui reprend aussi des classiques, en fait, de Magic, avec des capacités classiques, et voilà, tout ce qu'on peut attendre, en fait, d'une extension qui sort, du coup, du format standard, et j'ai hâte de voir ça, et j'espère qu'ils feront la suite, parce que bon, évidemment, là, il y a du coup des cycles qu'il va falloir finir, parce que voilà, les épées, on va pas juste rester avec 2 épées alliées, alors qu'il y en a encore 3 autres qui pourraient venir. On a aussi tout le cycle avec les autres terrains, les terrains alliés, voilà, dont je vous avais parlé. Il va falloir quand même les finir, ces cycles-là. Donc je pense qu'il y a moyen, qu'on revoie prochainement, alors prochainement, peut-être pas dans l'année non plus, mais voilà, qu'on ait une autre horizon du moderne dans les années à venir, et que du coup, on s'éclate autant. Mais j'espère que vraiment qu'ils feront pas de boulettes, au niveau du prix qu'ils feront pas de boulettes, parce que j'ai pas envie de payer plus de 7 € pour des boosters comme ça, c'est très bien comme c'est là maintenant, et on s'éclate, et les gens sont contents, et puis voilà. Donc bon, là c'est mes vœux personnels, mais je vous avoue que je pense que beaucoup seront d'accord avec moi là-dessus. Bon, on est arrivé à la fin de la vidéo, et comme vous le savez, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Vous avez la tour de commandement sur Facebook, @tour-de-commandement, sur Twitter, @tour-de-com avec 2 M, et vous avez notre adresse mail aussi, si jamais vous voulez nous adresser, je sais pas, des decks sur lesquels vous voulez des conseils, etc., si jamais vous voulez discuter, proposer des idées, etc., c'est tourdecommandement@gmail.com. Et vous avez aussi mes réseaux sociaux perso, même si je suis peut-être un peu moins actif niveau Magic là-dessus. C'est @eronymfr sur Twitter et @eronym tout court sur Facebook. Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et salut à tous!